fils aîné de Michel, a ramené la famille au pays des années plus tard. Mathurin, à Michel, à Alexandre, à François, à Antoine avaient bouclé la boucle. Il avait hérité de la détermination de son grand-père Alexandre, qui lui avait reçu de son propre grand-père Antoine Bourg un amour inconditionnel pour cette Acadie déchirée. Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, et bienvenue encore une fois à une autre émission de Point de bascule, votre émission d'information préférée du mercredi soir sur à l'antenne de radioinfocité.com. C'est l'émission du mercredi 26 avril. Et, mon Dieu, on a tout un programme, Alexandre, ce soir. Oui, Alexandre, je précise que c'est Alexandre Cormier-Denis qui est en ma compagnie. Bonsoir à tous. On a deux acolytes poqués qui seront de retour avec nous dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant qui sont en train de penser leur plaie. Penser leur plaie, oui. Voilà. Rien de bien grave, rassurez-vous. Non, non. Et, mais quand même, ils le prennent dur. Bon, alors Alexandre, écoute, il s'en passe des vertes et des pas mûres. Des vraiment vertes et des pas mûres, des choses que je n'ai jamais rien vues. Comme par exemple, au moment même où on se parle, il y a une émission en cours sur les ondes de LCN, TVA, et il s'agit d'une émission spéciale. Écoutez bien ça, là, c'est une émission spéciale de la Joute, où il est exclusivement question de l'influence de Marc Bibot sur le Parti libéral. Sur le Parti libéral et sur les gouvernements Charest et Couillard. Écoutez, c'est du jamais vu. On a une émission spéciale sur un sujet comme ça, là, c'est du jamais vu. Donc, évidemment, il faut tenir compte que c'est sur les ondes d'une station qui appartient à Québécois, et Québécois, ça appartient à Pierre-Carl Péladeau. Ah, tiens. On comprend que Pierre-Carl Péladeau, il y a des, comment dirais-je, des choses, des comptes à demander à certaines personnes, et comme dit l'autre, la vengeance est un peu douce au cœur de l'Indien, ouais. Et bon, en l'occurrence, ben, c'est pas juste un Indien ordinaire, c'est un grand sachem. Alors, il y a le tomahawk pesant. Oui, exactement. C'est assez intéressant, hein, parce qu'on voit que là, réellement, il y a un bénéfice public au fait d'avoir de la diversité médiatique. Si on était pris uniquement avec des réseaux d'information comme Radio-Canada ou même la presse, le Soleil, etc., liés quand même de près ou de loin au Parti libéral, on n'aurait sans doute pas ces révélations-là. C'est certain, mais en même temps, je te dirais que ça, c'est préoccupant. Parce que la nouvelle est traitée comme une exclusivité de Québécois Média, oui. Et elle passe complètement inaperçue sur les autres stations, à Radio-Canada ou à la presse, où bon, ils vont avoir quelques vagues échos, mais absolument pas de poids médiatique conjoint. Alors, ça enlève de l'effet, malgré l'effort absolument incroyable, hein, encore une fois, d'une émission spéciale d'1 heure, c'est du jamais vu. Oui, oui, oui. Sur un sujet pareil, jamais vu ça. Imaginez, sur le plan juridique, là, et même judiciaire, ce que ça représente. Ça veut dire que il est désigné à la vindicte populaire, ce M. Bibot-là. Alors, vous imaginez, là, la confiance qu'il faut que Québécois Média ait dans la qualité de l'information dont elle dispose pour s'en prendre aussi directement, ouvertement et énormément, hein, parce que les moyens sont énormes, à une personnalité qui est tout de même pas un quêteux, là. Non, c'est pas un multimillionnaire, ce gars-là. Oui, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de cet homme-là. On a entendu parler
plusieurs fois, Plusieurs notamment fois. à l'époque de la commission Charbonneau, parce que, je te laisse rappeler les faits, Richard, mais c'était le grand argentier du Parti Ben, libéral. exactement. Un collecteur de fonds. Et c'est lui qui se présentait, là, littéralement. Il avait même, ça a été mis en preuve à la commission Charbonneau, il se présentait même avec des cartes de visite du gouvernement, là. Et ça, Ah oui, oui. Oui. Et encore une fois, là, il y a quelques semaines, vous vous souviendrez que Lino Zambito, qui était même passé ici en ondes à Radio Infocité, avait raconté comment on trimballait là, des 600 000 dans les voitures, dans la voiture de Jean Charest, en cash. Hein? Je veux dire, c'est pas rien, là. C'est grave, c'est gravissime, ces informations qui sortent. D'ailleurs, devant des employés de la Sûreté du Québec. Voilà. Donc, ça veut dire devant des employés qui ont prêté serment de loyauté à l'État. Alors, l'émission d'aujourd'hui, là, dont on vient de parler, elle survient dans la foulée de... Des révélations rendues publiques hier. Exact. OK? Il faut comprendre qu'ils sont sur le coup depuis des semaines. Oui. Là, tu parles de qui? Là, tu parles des journalistes? Tu parles de Québécois Média. Ah oui, parce que là... Parce qu'il faut comprendre que toute cette information-là a dû être validée et contrôlée par le contentieux de Québécois Média. Bien sûr. Et tu te rends compte là qu'ils ont le contentieux de Québécois Média là, est littéralement mobilisé à l'heure actuelle pour passer au travers de ces affaires-là. C'est énorme ce qui est en train de se passer. On ne mesure pas, faut comprendre, là. Oui, puis c'est s'attaquer aussi à un ancien premier ministre du Québec, ce qui se fait assez rarement. Ce qui fait assez rarement. Écoute, c'est pas rien, là. On a mis en ligne hier sur le Journal de Montréal la fiche policière de Jean Charest. Vous vous rendez compte? C'est énorme! Il y avait déjà eu des révélations, hein, si je me rappelle bien, oui. sur des enquêtes qui avaient été avortées parce que le type en question qui avait été suivi, un syndicaliste, avait rencontré Jean Charest et l'enquête de la Sûreté du Québec avait été stoppée. Brandon. OK? C'était juste avant l'élection de 2014. OK? Et ça, c'est assez... ou de 2012. Je me souviens plus si c'était 2012 ou 2014. Je pense que c'était plutôt 2012. Oui, sans doute. OK. Alors, 2012, ce monsieur Brandonnet, qui était un organisateur de la FTQ, mais en même temps quelqu'un qui avait des accointances dans avec le Parti libéral. Le Parti libéral et les milieux mafieux. OK? Il était sous surveillance policière et il est allé... annoncer à Jean Charest qu'il était sous surveillance, que lui-même, Charest, était sous écoute électronique. C'est pas rien, là. OK? Et il y a un policier qui a fait ce travail-là, qui est extrêmement frustré, parce que son enquête a avorté. Et ce policier-là, on le connaît. Je le connais. Je l'ai rencontré. OK? Je dirais pas son nom. Bien sûr. OK? Mais... il a, lui, des crottes sur le cœur. Hein? Puis il a donné de l'information à gauche et à droite. OK? Il n'est plus au service de la Sûreté du Québec, il est à sa retraite. OK? Mais il y en a des choses à dire, lui, sur les liens qu'il y a entre la Sûreté du Québec, la haute direction de la Sûreté du Québec et le ministère... le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice. Oui. OK? Du temps de Jacques Dupuis, hein, pour ne pas le nommer. Et alors, vu qu'on parle justement de Jacques Dupuis, c'est lui qui avait préparé le témoin Pierre Ouellette, qui était le chef de cabinet de l'ancien ministre Jacques Daou, ministre des Transports. Et il avait... mais le ministère des Transports aussi, c'est un ministère qui va très bien. Oui, celui-là aussi. Alors, Jacques Dupuis, avait préparé, et il avait consacré deux jours, là. Puis alors, il faut comprendre que Jacques Dupuis, c'est pas n'importe qui, là. C'est vrai qu'il a été ministre, mais ce bonhomme-là, il a il est criminaliste. Sa formation... C'est criminaliste. Et son expérience... Il a été directeur
pas directeur, il a été procureur général pour le... Pas procureur général, mais procureur pour le gouvernement du Québec. Ah. Il a même représenté, écoute, ça remonte aux années 90, il a représenté le policier, l'ancien président de la Fédération des policiers de Montréal, je crois. Ah oui, d'accord. Qui s'appelait Yves Prudhomme. Et la question qu'il faut se poser, évidemment, c'est s'il y a un lien entre Yves Prudhomme et Martin Prudhomme. Tu sais, dans la police, on est souvent policier de père en fils. Hein? Oui, tout à fait. OK. Alors, ça serait intéressant de savoir ça. Mhm. D'autant plus que Jacques Dupuis, il a particulièrement avantagé, entre guillemets, la progression de la carrière de Martin Prudhomme. Donc, tu vois qu'il y a toutes sortes de questions qui se posent. Ah oui, mais là, on est carrément dans de la petite collusion. Non, mais c'est plus que ça. C'est familial. On parle plus de la petite collusion, là. On est dans la grosse collusion. Ah ben oui, non, mais avec Jean Charest, évidemment. Oui, mais, oui. Avec Couillard, parce que... Avec Couillard, oui, qui était là aussi. Il y a un autre contrat là, qui a, comme par hasard, disparu. Hein? On apprend ça là, dans le Journal de Montréal ce matin. Il a disparu, ce contrat-là. Ah oui, alors c'est un contrat... De Bombardier. Non, ça c'est un autre contrat. Ah. C'est un contrat pour préparation de témoignages. Ah oui, c'est ça, voilà. OK? Alors, de quel témoignage s'agissait-il? D'après, en fin d'après-midi, ce qu'on apprenait encore sur le Journal de Montréal, sous la plume d'Isabelle Lavoie, ou Lajoie, si ma mémoire est fidèle, c'est que le témoignage qu'on préparait, c'était celui de Pietro Perino, qui devait témoigner au procès de Luigi Coretti. Ah oui. OK, Pietro Perino, c'est pas n'importe qui, là. C'est le chef de cabinet adjoint du premier ministre. Hein? C'est pas rien, là. OK, donc on voit toute la ramification. Et qui prépare, évidemment, des témoignages comme ceux-là? Ça prend quelqu'un qui a une expérience. Ben, le gars qui en a le plus, c'est Jacques Dupuis. On m'apprendrait, moi, demain matin, dans le Journal de Montréal, que c'est Jacques Dupuis qui a préparé le témoignage de Perino, et puis que c'est ce contrat-là qu'on a fait disparaître, que je ne serais pas surpris le moins du monde. Mais c'est quand même assez incroyable de se dire qu'on est face à un gouvernement au pouvoir qui fait lui-même disparaître des documents... Des documents officiels. Oui, des documents officiels. Ouais. Alors là, pour finalement couvrir ses traces, parce qu'en gros, c'est ça. Ben, c'est clair. Tout simplement. On veut surtout pas que ça se sache que c'est Jacques Dupuis qui prépare. Parce qu'il faut que tu saches qu'il y a des liens familiaux. Hein? On a parlé. Oui. Hein? Okay. On en a déjà parlé. Oui. Moreau. Oui. Le ministre Bien Moreau. Sûr, qui a eu c'est l'ancien chef de cabinet de Jacques Dupuis. Hein? Et je pense qu'il y a une histoire de belle-sœur ou de sœur là-dedans. Ah, d'accord. De mariage. OK, carrément. Alors, carrément, là. On est c'est vraiment le family compact, hein? Oui, oui. Le family compact. Une expression du 19e siècle. Voilà. Oui, voilà. Oui. Je suis vieux, moi. La clique. Pas à ce point-là, quand même, Richard. Non, mais bon. La clique du château, oui, oui. Family compact. Comme dit Cyrano, je me les sers à moi-même avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Parfait. OK. Alors, voilà. Et donc, il y a des histoires absolument abracadabrantes. Comme disait Jacques Chirac, abracadabrantesques. OK? Et on va en apprendre, mais vous n'avez pas idée à quel point on va en apprendre. Ça va être encore pire que la commission Charbonneau. Oui, qui n'a finalement... la commission Charbonneau, d'ailleurs, ça n'a jamais vraiment débouché sur le niveau politique. On est resté au niveau municipal. On n'a jamais touché... On a touché, évidemment, aux syndicats, aux malversations dans le milieu syndical, aux entourloupes, mais on n'a jamais vraiment monté jusqu'à la politique provinciale, voire même fédérale. Alors que, évidemment, on savait que les témoins qui paraissaient à la commission Charbonneau avaient des révélations à faire, notamment sur la collusion entre, d'une part, le crime organisé, d'autre part, le milieu de la construction, et puis certains partis politiques. Ben voilà. Et on n'a pas voulu aller là-dedans. Et c'est assez incroyable de se dire que finalement, comme on n'a pas parce été que au la fond de commission l'histoire,
Puis on en a parlé C'est le souvent Parti libéral qui l'a sur mis en Vigile, place etc. Il l'a mis en place, c'est sûr. Puis ils l'ont staffé, hein, ils l'ont doté en personnel de gens extrêmement sûrs. Et pourtant, malgré tout, leurs efforts, ça a foiré un peu, hein. Il y a eu des surprises. Hein, Oui, tout à fait. il y a eu des grosses surprises. Et puis, ils ont justement au moment de l'élection de 2014, là, ils ont essayé de nous faire perdre un temps fou sur des histoires de... tu te souviendras là, de syndicats, de Rambaud-Gauthier, le temps qu'ils nous ont fait perdre là-dessus. OK, c'est une histoire de... C'était de la niaiserie, ça n'avait rien à voir. Tout à fait, tout à fait. Okay. Mais ça a servi aussi... Voilà. Ça a servi de diversion. Ça a servi de diversion, mais plus que ça, je pense que ça a même servi à décrédibiliser largement les syndicats. On a même parlé du fait de retirer le fonds de la FTQ du contrôle du syndicat de la FTQ. Donc, il y a eu quand même une tentative politique de s'attaquer à certaines institutions et d'en épargner certaines autres. Ah bien et ça a été assez évident. Bon, alors, tu sais, t'as remarqué là aujourd'hui là, que celui qui tient la perche là, à l'heure actuelle, c'est François Legault. C'est lui qui pose les questions. Le Parti québécois est presque absent aujourd'hui. On se demande d'ailleurs s'il n'est pas complètement endormi, là, ou si il y a peut-être des gens qui ont de l'information et qui les empêchent d'agir. Je ne sais pas, mais ça a l'air de ça. Parce qu'à l'heure actuelle, les coups qui sont portés, c'est François Legault, c'est la CAQ qui les porte. Mais... Or, tu sais que la CAQ a acquis récemment une petite nouvelle en la personne de celle qui était procureure de la commission Charbonneau. Oui. Or, cette personne-là était autrefois considérée comme libérale. Et celle-ci, à l'heure actuelle, a fait défection. C'était... Comment s'appelle-t-elle? Le nom ne me revient pas, mais ça va me revenir. Celle qui claquait des doigts, là. C'est ça. Donc, cette personne-là, elle est rendue maintenant au service de la CAQ. Tu comprends que si elle est passée de la CAQ, du Parti libéral, ou en tout cas des sphères d'influence libérale à celle de la CAQ... C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce que quelque part, elle considère qu'elle s'est fait cochonner, puis elle est en train de vouloir prendre sa revanche. Hein? Et elle risque finalement d'être candidate... de la CAQ. En 2018. Sonia Lebel, voilà. Sonia Lebel, voilà. Alors, tu vois là, comment la partie se joue, puis à quel point elle se joue sale. Alors, quand même, mon cher Richard, Lisée a quand même déclaré ceci. Depuis un certain temps, se pose la question de l'immunité libérale dans notre système de justice. Ça, c'est une question qu'il a soulevée il y a 2 semaines, avant le congé de Pâques. Ah bon? Oui. Ah ben alors, l'article du Devoir le cite mal, dans ce cas-là. Parce que l'article du Devoir laisse penser que... C'est tout récent. C'est suite... Non, ça fait déjà 2 semaines. Ah ben d'accord, ben merci le Devoir. C'est gentil. Non, mais le Devoir, là, c'est devenu... n'importe quoi. Je veux même pas employer de qualificatif. Non, je comprends. Ils sont trop... Ah bon, ben d'accord, ben écoute, le Devoir est dans la nullité. Ah ben tu vois, je pensais quand même que Lisée avait fait une déclaration. Non, le Devoir est dans la même situation que Radio-Canada et la presse. Ce sont des médias qui cherchent à défendre le régime, OK, fédéral. OK? Et ils sont prêts à tout. Mais pour le défendre. Il y a des nuances. J'ai l'impression que le Devoir aussi est très proche. Tu vas me dire que c'est à peu près la même chose, finalement. Je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est rapproché plutôt, en fait, des thèses de Québec solidaire. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est un peu le pendant intellectuel montréalais de la gauche multiculturaliste, tolérante, ouverte, et que sous découvert d'être faussement souverainiste, finalement, ils défendent les thèses solidaires. D'abord, le Devoir n'est pas du tout souverainiste. Non, mais il a cette... la dernière fois il a cette aura. Écoute, la dernière fois que le Devoir
ça remonte à loin, là. Ça remonte en 1995, quand, à l'occasion du référendum de 1995, Lise Bissonnette avait pondu un gros éditorial, en fait, d'un mot, en grosses lettres, dans l'espace qu'elle occupait généralement pour ses éditoriaux, avec, en grosses lettres, « oui ». OK? Ça, c'est la dernière fois que... Et par la suite, ce qui s'est passé, je vais te le raconter, c'est important de le savoir. Le Devoir étant un journal qui avait besoin de financement, Oui. OK, comptait jusqu'à ce moment-là sur Pierre Péladeau. OK? Et c'est Péladeau qui payait carrément les factures d'impression du Devoir. Oui, oui. OK? Et, mais à un moment donné, le Devoir a considéré que ça ne suffisait plus et il a voulu se doter d'un conseil d'administration qui lui permette de lever des fonds. Et c'est là qu'il s'est retrouvé avec John Parisella, par exemple, au conseil d'administration du Parti libéral, avec également le frère l'oncle de Charles Sirois, Ah oui, ok. Denis Sirois, et Denis Sirois aussi très proche de Lucien Bouchard, parce que c'est des gens du Saguenay. Des grands souverainistes. Des grands souverainistes, comme on le sait. Hein? Okay. Mais quand même, juste pour revenir là-dessus, il me semble que l'éditorial, par exemple, en 2014 du Devoir, appelait à voter pour le Parti québécois. C'est là où je veux dire qu'il y a un vernis de souverainisme au Devoir. Il y avait Et puis avant le départ d'Antoine Robitaille, il y avait quand même Antoine Robitaille qui est là, qui n'est pas le plus grand fédéraliste non plus. Non, à l'heure actuelle, le Devoir, c'est devenu un journal de ce qu'on appelle la gauche progressiste. Oui, ouais, voilà. En gros, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, c'est le pendant un peu journalistique des thèses de Québec solidaire. Tu as juste à voir, comment s'appelle-t-elle, mais il y a l'éditorialiste aussi, un Brian Miles. Oui, et puis la chroniqueur, là, comment qu'elle s'appelle, qui sévit le mercredi, là, qui a d'ailleurs publié un article aujourd'hui. Et bon, elle est très, très fortement identifiée à ce courant progressiste-là. Fédéraliste. Oui, oui, fédéraliste. OK. Oui, oui, oui. Droit de l'homiste. C'est quand même assez hallucinant quand on connaît l'histoire du Devoir, fondée par Henri Bourassa, un nationaliste canadien-français, catholique. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans ce paradigme-là pour le Devoir. C'est assez consternant. Et puis, on est passé aussi de... je rappelle, hein, la devise du Devoir, c'était « Fais ce que doit ». Puis maintenant, c'est... Libre de penser. Autrement dit, ne fais rien du tout, surtout. Oui, voilà, exactement. Pense, mais n'agis pas. Oui, voilà, exactement. OK? Alors, non, je veux dire, c'est d'une nullité totale. Alors? Bon, ben, je suis pris, alors tu m'as... J'allais défendre l'Élysée, mais je peux plus le faire. Non, tu peux pas. Puisque l'article du Devoir... Parce qu'aujourd'hui, l'Élysée, je je comprends pas, le Parti québécois est resté complètement muet pendant que Legault posait plein de questions. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Ben, ils veulent... c'est quoi? Ils ont eux-mêmes peur d'être entachés par des affaires? Il y avait un article qui est apparu justement dans le Journal de Montréal aujourd'hui qui reprochait... Ah non, c'est pas... comment s'appelle-t-il? Dumont. Mario Dumont. Mario Dumont qui reprochait à Jean-François Lisée de s'attaquer aux institutions. Parce que? Parce que Qu'est-ce qu'il avait dit, il avait Lisée? posé des questions hier. Sur ça? Non, sur l'information qui sortait hier. Et puis, il le critiquait en disant qu'il mettait en doute les institutions, puis que, dans le fond, quand ça allait mal, on n'avait pas le choix, là. Il fallait protéger les institutions. Bah, écoute... Bon, c'est ridicule. Bah oui, un ridicule achevé. Non, mais ça, c'est un peu drôle, parce que là, si on se met à se dire, oui, ben quand même, les nominations politiques de la police, de la Sûreté du Québec, les nominations Hydro-Québec, les nominations des hauts fonctionnaires, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu politique. Ouais. Si on se met à se poser la question, évidemment, on va nous dire, ah ben oui, mais vous remettez en cause la neutralité des institutions. Ben oui, c'est évident écoute, que les nominations soient politiques. Tu sais, c'est la moindre des choses qu'on se pose la question. Les fuites qui sont manifestement d'origine policière ne nous donnent pas le choix de mettre en doute
la neutralité des institutions. Si les institutions fonctionnaient bien, si la police était satisfaite de la façon dont progressent les dossiers, il n'y en aurait pas de fuite. Hein? Alors, le fait qu'il y ait des fuites est déjà un symptôme d'un malaise profond au sein des institutions. Et alors, pour protéger les institutions, il faudrait ne pas en parler. Ben voyons donc. C'est ridicule. Ben oui, non, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Alors, je suis... on m'envoie une information, là, présentement, Richard, à travers les médias sociaux. On me dit qu'effectivement, Lisée aurait déclaré la chose suivante hier. Hier, ben c'est ça, c'est ce que je te disais, il a ça. parlé hier. Voilà, il a parlé hier. Alors, je vais quand même le citer. Il a dit, depuis un certain temps, on se pose la question de l'immunité libérale dans notre système de justice. L'immunité libérale, est-ce que ça existe? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a un système qui fait en sorte que la plus grande enquête de corruption de l'histoire politique du Québec n'arrive jamais à aboutir à la tête du réseau? A-t-il demandé. Bon, c'est quand même une intervention. Oui, mais ça c'était hier. Aujourd'hui, il y a un silence total. D'accord, bon ben... Okay. Peut-être. Puis ensuite, le thème de l'immunité, là, c'est le thème sur lequel il avait déjà attaqué. Il y a tout de suite avant le départ des vacances en... C'est pas une mauvaise question. Comment? C'est pas une mauvaise question, par contre, savoir Non, j'ai une question pertinente, mais enfin, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut faire progresser les dossiers. Et puis, tu peux pas rester tout le temps stocké sur la même question. Hein? Il y a également le texte de Richard Martineau, que je vais vous lire parce que c'est assez intéressant. Ce ne sont justement que des questions. Oui. Une suite de questions. Et des questions pertinentes. Oui, exactement. Alors, Charest-Bibeau, question. Quelques questions sur lesquelles que l'UPAC aurait mené sur Marc Bibeau et Jean Charest. Cette enquête est-elle encore en cours? Alors oui, hein, ça a été répondu par Lafrenière. Oui. On sait que l'enquête est toujours en cours. Si elle n'est plus en cours, pourquoi? On a frappé un mur, on manquait de preuves, les faits n'étaient pas concluants, etc. Y a-t-il eu une ingérence politique, Richard? La décision d'arrêter cette enquête pourrait-elle venir d'en haut? Ah, une petite question comme ça. En mars 2009, une filature policière impliquant un ancien dirigeant de la FTQ Construction, Eddie Brandone, que tu évoquais tout à l'heure, a été interrompu après qu'il fut entré en contact avec le premier ministre Jean Charest. Pourquoi? Qui a pris la décision d'interrompre cette filature? Est-ce normal qu'un premier ministre ait des relations aussi étroites avec un bénévole qui organise des opérations de financement pour son parti? Pourquoi la photo de Jean Charest apparaît dans un diagramme illustrant le financement politique illégal qui aurait eu cours pendant une décennie au PLQ? Quel était le rôle du premier ministre dans ce réseau? Que savait-il? Était-il au courant de l'existence de ce réseau? Pourquoi Marc Bibeau n'a jamais été entendu à la commission Charbonneau, alors que son nom revenait régulièrement dans de nombreux témoignages? Alors, je vais te le dire. C'est que il y avait une date de retour en arrière pour la commission Charbonneau, qui ne devait pas dépasser plus de 10 ans, si ma mémoire est fidèle. Voilà. OK? Alors, ce n'était pas dans le mandat de la commission Charbonneau. Et ça, c'était une interprétation technique du mandat de la commission Charbonneau. Oui, mais attends, la commission Charbonneau a été déclenchée quoi, en 2012? Oui. Donc ça revenait jusqu'à 2002? Oui. Et quoi, Marc Bibeau n'avait pas d'activité avec le Parti libéral? Ben, il y en avait, mais bon, c'était à la limite, et puis à partir de quand, puis etc. Tu sais? Ok, d'accord. Alors, ça a été une des questions qui s'est posée à ce moment-là. Oui, donc une question du mandat donné à la commission. C'est ça. Je continue l'article. Pourquoi Jean Charest n'a pas été appelé à témoigner lors de la commission Charbonneau? Nathalie Normando serait-elle un bouc émissaire, une victime que l'on sacrifie pour protéger le reste du troupeau? Non, elle n'est pas un bouc émissaire parce qu'elle est coupable. Voilà. Okay? Elle faisait partie du système. Sauf que elle a été désignée pour porter le chapeau pour tous les autres. Voilà. Si l'ex-vice-première ministre, donc Mme Normando, coule, va-t-elle nommer des noms? Il y a de fortes chances qu'elle le fasse. Qui a eu intérêt à faire couler les documents publiés par le bureau d'enquête? Pour quelle raison? Voulait-on relancer une enquête qui avait été interrompue, mais sur la glace?
Ben, ça a l'air qu'elle n'a pas été mise sur la glace. Hein. C'est la fameuse enquête mâchurée. Et aujourd'hui... Quel drôle de nom d'enquête. Oui, en effet. C'est étrange, d'ailleurs. Il faudrait s'interroger sur le pourquoi du comment de ce nom-là. Carcajou, bon, à la limite. Colisée. N'importe quoi. Voilà. Mâchuré. Ouais. Ça donne pas envie de s'intéresser à cette commission d'enquête. Peut-être que si on regardait dans le dictionnaire ce que ça veut dire, le sens exact de mâchuré, on aurait peut-être un indice. Bon. Ben, OK. Ça vaudrait la peine de le faire. Ah ouais. Donc, j'allais justement dire que l'enquête, le commissaire Lafrenière de l'UPAC a annoncé ce matin que la commission, l'enquête mâchurée était toujours en cours et que les accusations n'avaient pas encore été portées. Bon. Alors, ce que ça veut, c'est très important de comprendre ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que nécessairement, les informations qui sortent au sujet de cette enquête-là sont de sources policières. Ben oui, pas le choix. Parce que les accusations n'ont pas encore été transmises à la direction des poursuites criminelles et pénales. Donc, ça ne peut pas être dans le milieu de la justice. Il faut que ce soit policier. Nécessairement. Nécessairement. Donc, ça veut dire qu'il y a des policiers qui sont très mécontents. Qui sont pas contents. Non, mais c'est ce que je disais tantôt. Oui, bien sûr, tout à fait. Ça va, c'est extrêmement grave, là. C'est que, puis c'est pas, tu sais, il faut comprendre une chose, ces enquêteurs-là, là, qui sont en charge de ces enquêtes-là, c'est des gens de métier, des gens de maison, ils ont 25 ans, 30 ans de service, tu sais, c'est pas, on choisit pas, là, des débutants pour des enquêtes comme celle-là. J'ai la définition de mâchuré, cher Richard. Alors, selon le Larousse, un vieux mot, verbe transitif, entamer, déchiqueter quelque chose avec les dents. Ouais. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a eu une grosse opération de déchiquetage au Parti libéral. Ah. De documents concernant le financement. Ben oui, évidemment. Hein? Puis, il faut que tu comprennes une chose. Puis ça, c'est malheureux que les gens ne comprennent pas ça, parce que c'est finalement... c'est passé complètement à côté de la traque, ça. Pourtant, c'est une des choses les plus graves. Mm-hmm. Les gens qui ont fait des fausses déclarations à l'impôt pour obtenir, tu sais, pour demander leur crédit suite à des contributions qu'ils avaient faites avec de l'argent qui leur avait été fourni par quelqu'un d'autre. Oui, d'accord. OK? Oui. Il faut comprendre que ça, c'est une fausse déclaration à l'impôt. Si tu lis comme il faut ta déclaration d'impôt, toute personne qui fait une fausse déclaration est sujette à des poursuites pénales ou criminelles. Mm-hmm. OK? Et la décision d'aller au pénal ou au criminel dépend du ministère. Il peut choisir de procéder par voie de déclaration sommaire de culpabilité, ce qui n'en fait qu'une infraction, ou alors, au contraire, d'y aller par voie de mise en accusation, et là, ça devient un acte criminel. D'accord. OK? Alors, il faut comprendre que toutes les personnes qui ont contribué ont commis ce genre de délit-là. OK? Et ensuite, que tous ceux qui ont contribué à mettre sur pied ce système-là... Notamment avec la ferme Roche, hein? C'est ça. Ont donc comploté en vue de commettre une fraude fiscale. Uh-huh. Je ne sais pas si tu réalises ce que c'est, là. Ah, oui. Là, c'est grave. Or, jamais, jamais, jamais cet aspect-là n'a été soulevé nulle part à la commission, ni dans les médias. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a une ignorance à ce niveau-là. Non, monsieur. Non, c'est que tous les gens qui ont contribué, c'est tous des gens qui appartiennent à l'élite, à l'establishment. Ben oui. Ah, ben oui. On ne veut certainement pas mettre ce beau monde-là dans l'embarras. Il y en a trop. OK? Alors, tu sais, too big to fail? Il y a un peu de ça. Too numerous to sue. OK? Trop nombreux pour être poursuivis. Exactement, pour les poursuivre. Je continue l'article de Martineau parce que je le trouve quand même assez intéressant. Alors, il continue. Comme l'affirmait Mario Dumont lundi soir, quand le reportage du bureau d'enquête a été publié,
comme le dit, drôle de phrase, il faut aller au bout de cette histoire. Ça fait trop longtemps que ces questions flottent dans l'air et que toutes sortes de rumeurs circulent. Nous avons le droit de savoir ce qui s'est passé et de connaître le nom des personnes impliquées dans ce réseau de financement illégal. Quel était le rôle exact de Marc Bibot au sein du PLQ? Quelle était la nature de ses relations avec le premier ministre? Pourquoi menait-il si large? Qui le protégeait? Y a-t-il des gens impliqués dans ce réseau qui occupent des postes importants au sein de l'actuel gouvernement? Écoute, tu te souviendras que, peut-être, que Patrick Lagacé, qui à ce moment-là était-il à la presse au Journal de Montréal? Je m'en souviens pas. Je pense qu'il était à la presse. Mais Patrick Lagacé avait pondu un article dans lequel il s'interrogeait sur les raisons, les motifs de la présence de Marc Bibot aux côtés de Jean Charest à une table, un banquet offert par le président des États-Unis. OK? Ah oui, carrément. Carrément. OK, ben ça, non, ça me rappelle rien. Tu vois, ça, alors ça, Ouais. moi, j'ai écrit un article là-dessus, là, c'est sur Vigile. Ouais. OK? Et en fait, c'est un des premiers que j'ai écrit sur cette histoire-là. Sur cette histoire-là. OK? Alors, déjà, là, il y avait des interrogations dès, 2011 ou 2012. Oui. Sur... Mais c'est à cette époque-là que le nom de Marc Bibot est quand même arrivé. oui, bien sûr. OK? Il est ressorti. À ce moment-là, je peux te dire que Bernard de Rome lisait encore les nouvelles à Radio-Canada. Ah bon, ben d'accord. Tu vois? Oui, je vois. Ça date. Richard Martineau termine son article comme ceci. En France, les électeurs ont disqualifié François Fillon parce qu'ils en avaient ras-le-bol des affaires. Nous ressentons le même écœurement. Tout ce qui traîne se salit, dit l'adage. Ça fait trop longtemps que cette histoire traîne. Si on attend trop pour faire la lumière, elle risque de salir l'actuel gouvernement. 3 petits points. Mais elle va faire plus que ça. Elle va d'abord, c'est sûr qu'elle va salir l'actuel gouvernement parce que l'actuel gouvernement est compromis jusqu'à l'os. C'est la continuité du gouvernement Charest. On va pas se c'est ça. Il n'y a qu'à regarder le nombre de ministres. Puis Samamad, Couillard était là à l'époque de Charest. Moreau, et puis tout ça. Moreau qui était... C'est la même organisation. C'est tout. Pas se mentir, là. OK? C'est clair. Alors, il y a déjà ce problème-là. OK? Mais en même temps, il y a des réputations qui vont se faire entacher gravement parce que on cherche à protéger des gens en haut. OK? Il faut quand même être conscient d'une chose, là. Un autre article du Journal de Montréal aujourd'hui nous apprend que lorsque Jean Charest a fait des travaux de rénovation à sa maison l'année dernière ou l'autre d'avant à Westmount, la sûreté de l'UPAC a examiné tous ses comptes au peigne fin. OK? Il a convoqué des témoins à la ville de Westmount, etc. Oui, les rénovations de sa maison à Westmount. C'est ça, bon. Oui. Et pourquoi? Parce que depuis le début, il y a des doutes sur les sources de la fortune de Jean Charest. OK? Quand ce gars-là a commencé en politique, là, c'était pas un gars qui était riche. Et puis, les rumeurs à l'heure actuelle sont à l'effet qu'il vaudrait plusieurs dizaines de millions de dollars, sinon pas le 100 millions. Alors, d'où vient cet argent-là? Et c'est pas avec son salaire de c'est certainement pas comme avec des mandats de consultation. Ils ont beau être payés cher, les avocats de McCarthy-Tétrault, le cabinet auquel siège, lequel travaille. Dont Jean Charest fait partie, oui. Mais ça ne va pas chercher dans les dizaines ou les centaines de millions. OK? Alors, ça vient d'où, ça? OK? Et ça soulève de grosses questions. Qui, pour l'instant, sont sans réponse. On sait, il n'y avait pas eu une histoire, ça me rappelle quelque chose, Richard, parce qu'il n'y avait pas eu une histoire d'un salaire bien sûr émanant du Parti libéral versé à Jean Charest. Oui. 75 000. C'était au tout début où il est... C'est sorti il y a quelques temps, me semble. Ouais. Et tu vois, on me signale à l'instant que ça fait déjà plus de 2 heures que LCN est en émission spéciale sur l'affaire Bibot. Et ça continue. Tu te rends compte?
Et ça nous donne une idée, là, de la volonté Ben oui, ben d'en finir avec cette histoire. d'en finir avec cette histoire. Mais en même temps, tu te rends compte là, que c'est... Ça veut dire qu'ils ont des bonnes... Ils ont des bonnes preuves, là. C'est quoi l'expression populaire française, là? Un donné pour un rendu ou quelque chose comme ça, là? Ouais. OK, ben, il y a quelqu'un qui est en train de rendre La monnaie de sa pièce. la monnaie de sa pièce au Parti libéral. Ah, ben tiens, qui... Puis à Jean Charest. Je me demande qui. Oui, on se demande qui. Tiens, LCN. Ah, c'est bizarre que ça soit pas Radio-Can. Oui, c'est ça. Alors, Sinon, on apprend aussi, pour continuer dans les... en guillemets, dans les affaires, on apprend aussi... Enfin, je sais pas, est-ce que tu voulais continuer? non, vas-y. Richard, parce qu'on apprend que Je suis intarissable sur ce sujet. Oui, ben, oui, exact. Je sais bien. Mais c'est bien, en fait, parce que, justement, il va falloir, à un moment donné, que les Québécois, un jour ou l'autre... Allume. Ben oui, sur la question du Parti libéral, c'est pathétique. Bon, je vais être assez honnête avec toi, je pense que c'est assez commun, hein, maintenant. On sait que le Parti libéral, il y a une odeur de corruption dès qu'on se met à parler du Parti libéral. C'est ce qui fait d'ailleurs que les libéraux ont toujours une prime à l'urne, hein, à chaque élection. Parce qu'il y a une forme de honte sociale d'avouer qu'on vote pour le Parti libéral quand on est francophone. Oui. Donc les gens ne le disent pas. Non, mais ça va plus loin que ça, là. Il y a aussi les gens qui veulent pas... il y a toute la question, encore une fois, ça pourrit, tu sais, toute la question de l'indépendance et puis du référendum. Okay, il n'y a qu'à regarder la façon dont Couillard rate jamais une occasion pour exploiter ce thème-là. Bien sûr. Même maintenant que... Que Lisée nous explique à longueur de journée qu'il ne fera pas l'indépendance. C'est ça. Et plus il dit ça, plus il s'efface. Ben ouais. Moins il est pertinent. C'est quand même incroyable. Et la non-pertinence du PQ profite à qui? Aux libéraux. Aux libéraux. Bien sûr. D'ailleurs, pour continuer dans la veine des révélations, nous venons d'apprendre que le bureau de l'inspecteur général de la ville de Montréal... Le Big. Le Big, oui, j'ai trouvé ça drôle comme nom, le Big, BIG. Ouais, mon Dieu, c'est rigolo. Ce qu'il annonce, c'est pas rigolo, c'est qu'en fait, le remorquage serait totalement contrôlé par le crime organisé à Montréal, que les frais de remorquage peuvent être de 4 à 8 fois plus élevés. Ouais. C'est ici un... Une personne qui s'est fait remorquer a reçu une facture de 488 $. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Ben, c'est de l'extorsion. Et on apprend... Enfin, on voit le maire de Montréal, également le maire de Québec, donc Denis Coderre et Régis Labon, qui en plus s'ingèrent dans la politique française. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ils appellent à voter contre Marine Le Pen. Ils appellent qui? Les Français. Ouf. Alors là, je peux te dire que les Français se tampent le coquillard. Ils s'en tamponnent le coquillard. Ils tamponnent le coquillard. Mais tu sais, quand on voit ça, on a envie de dire à Coderre, ben mon vieux Coderre, gère donc tes amis qui gèrent la ville de Montréal un peu mieux, avant de dire n'importe quoi sur la politique française. Expression française populaire, mêle-toi de tes oignons. Oui, mêle-toi de tes oignons, mon vieux. Surtout que, quand même, il vient pas d'un parti, le parti le plus net, hein? Non. Denis Coderre, c'est l'ancien ministre de l'immigration du Parti libéral du Canada. C'est un ministre qui se rendait en pleine nuit avec son collègue Galliano rencontrer des syndicalistes dans les bars de Montréal-Est à minuit le soir. On se demande pour faire quoi? Ben, hein? On se le demande. Et non seulement ça, mais en plus, il a reçu de l'argent de la famille Rizzuto. Oui, 25 000 $. Ouais. Ah! Il aurait dû le déclarer, il ne l'a pas déclaré, mais je m'excuse, j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Oui, je ne l'ai pas fait parce que j'avais des problèmes de mémoire à cause de ma prostate. Ah, Seigneur. Ils sont géniaux quand même, ces types. Ouais, moi, je les aime beaucoup. Prostatite aiguë. Oui, la prostatite aiguë qui affecte le cerveau. Alors, la réaction de Coderre face à ces révélations, comme quoi finalement le crime organisé contrôlerait le remorquage, ça m'écoeure, c'est grave, c'est inacceptable, a réagi le maire Denis Coderre, après avoir pris connaissance du rapport du BIG.
L'élu, c'est à tout le moins dit satisfait. Il s'est dit satisfait du travail de l'inspecteur général pour avoir à nouveau sonné l'alarme. Tous ceux qui vont s'essayer vont payer le prix. Alors ça me fait toujours rire, Richard. C'est comme si le fait de dénoncer un scandale faisait en sorte qu'on avait démonté le système qui avait mené au scandale. C'est comme si parler de la corruption, c'était la lutte à la corruption. C'est exactement comme la commission Charbonneau. Hein? La job est faite. Oui, on en a parlé de la corruption. Donc la job est faite. On en a parlé depuis 2 ans, donc c'est fini. Voilà. Il n'y en a plus, c'est terminé. Tu sais que c'est une... tu dois connaître ça, mais c'est une tactique centenaire de l'Empire britannique. L'Empire britannique a une manière extrêmement incroyable de régler les problèmes politiques. C'est la commission d'enquête. Alors, il y a un problème qui se pose, il y a un scandale, quoi que ce soit. On déclenche une commission d'enquête. On déclenche une commission d'enquête. Il y a des enquêteurs, on fait l'enquête, ça dure 1 an, 2 ans. On soumet un rapport. Alors là, les gouvernants lisent le rapport. Ah oui, quel beau rapport, c'est superbe, merci, bonsoir. Ils referment le rapport. Écoute, ils le mettent sur une tablette. Le meilleur exemple, et on est débarrassé du problème politique. Le meilleur exemple, c'est l'enquête qui a été faite sur Tony Blair à la suite de l'attaque contre l'Irak. Contre l'Irak. Oui. Okay, l'invasion de l'Irak. Le rapport est cinglant. Ouais. Cinglant. OK? Et puis... je pense qu'il s'est excusé, Tony Blair. Même pas. Tony Blair continue de courir les contrats à 1 million, et puis voilà. Et voilà. Mais la même chose, la commission Bastarache sur la nomination des juges. Ben oui. On fait une commission d'enquête, alors on règle un problème politique, mais on règle pas le problème. C'est ça l'entourloupe. Et je comprends parfois, vous savez, il y avait des gens à l'époque de la commission Charbonneau qui me disaient « Oui, mais ça sert à rien, une autre commission d'enquête, on va dépenser du fric pour finalement que ça règle rien du tout. » Je disais « Oui, mais bon, quand même, c'est bien de savoir ce qui se passe dans notre État national, de savoir où en est la corruption. » Mais parfois, je me dis que ces gens-là qui sont opposés aux commissions d'enquête parce que de toute manière, ça sert à rien, des fois, je comprends un peu leur point de vue. C'est-à-dire qu'on a envie de plus de décisions politiques que de commissions d'enquête qui mènent à rien du tout. Tu ne peux pas avoir de décision politique parce que parce que le parti qui est au pouvoir est impliqué dans les affaires. Voilà. C'est eux-mêmes qui sont... Alors, ils vont pas se tirer dans le pied, ils sont pas fous. Quoique, tu vois, c'est-à-dire que ce qui se passe avec le Parti libéral est tellement gros, étalé sur tellement d'années, que ça finit par sortir quand même. Et puis, il y a tellement de personnes impliquées. Ah ben oui, c'est ça. Hein? Parce que quand c'est un système si généralisé, voilà. Ça finit par être... c'est un régime pourri, corrompu. Totalement. Ça me fait penser, hein, les libéraux tombent, historiquement au Québec, toujours pour des histoires de corruption. Écoute, le gouvernement Tachereau, oui, voilà. Dans les années 30, là, celui qui a fini... par battre Maurice Duplessis. En 1936. Le degré de corruption était rendu épouvantable. Oui. Épouvantable. Après 39 ans, hein? 39 C'était 39 ans de règne du Parti libéral. C'est ça. Règne unique. Règne unique. Alors, pas avec le même premier ministre, évidemment, le premier ministre changerait, mais... C'était la corruption la plus complète, la plus totale. Je pense que le ministre de l'économie, le ministre des Finances... avait mis l'argent du gouvernement dans son propre compte. Exactement. Et enfin... Dans son compte, puis alors l'intérêt, il encaissait l'intérêt, lui. Remarque, c'était une époque où, un peu comme aujourd'hui, là où les taux d'intérêt étaient relativement bas. Et puis, bon, les sommes, à l'époque, là, on ne parlait pas de centaines de millions ou de milliards comme on le fait aujourd'hui pour le budget du Québec. Là. Non, mais... Mais malgré tout. Mais malgré tout, bon, ça c'est une question de principe. Ben oui, en effet. Donc, ça puis il y a le fameux épisode des culottes à Vautrin. Ben voilà, c'était à la même époque. Le ministre de la colonisation qui s'était fait faire il se faisait tailler des culottes... pour aller dans le bois. Pour aller dans le bois sur le budget du ministère. Du ministère, et il avait répondu à Duplessis en commission parlementaire, je pense. Oui, mais j'ai rendu les culottes. Ouais. Comme pour se dédouaner. Fillon vient de faire la même chose en France. Il a rendu ses vestons. Mais il paraît que c'est même pas les bons. Ah bah là, écoute.
Alors écoute, non, on est rendu là, on est rendu dans l'excès le plus total. Ah oui, et de l'autre côté, on a quand même aussi quelque chose, là je change un peu de dossier, mais c'est dans la continuité de la morbidité de notre classe politique actuelle. On a Amir Kadir, à l'Assemblée nationale, qui pose une question en anglais Ouais, à M. Coiteux. c'est ça. Et Coiteux, dans un geste, ma foi, quasiment nationaliste, Réponds en français. Oui, je vais répondre en français parce que c'est la tradition nationale. Évidemment, 24 heures plus tard, Il s'excuse, il se confond en excuses. Coiteux s'excuse. Ben, Alors, non, mais il là, s'excuse écoutez, pas. Il s'écrase. il s'écrase parce que, devant le... Finalement... Écoute, devant le- on ne sait pas trop quoi. il est le député d'un comté qui s'appelle Nelligan, qui est dans l'West Island, et puis, qu'est-ce que tu veux, ses électeurs sont anglophones, fait que, tu sais, je veux dire, il faut quand même être conscient de certaines réalités politiques tout à fait. élémentaires. là. Oui. OK. Mais, Oui, mais bon, écoute, c'est pas parce qu'il aurait pu ne pas s'excuser d'être élu aux prochaines élections. mais ce qu'il a fait, c'est bien plus grave, c'est qu'il a, au fond, ce qu'il s'est trouvé à faire, là, c'est à confirmer le bilinguisme officiel Ben oui. au Québec. Ben oui. Alors là, Non, mais attendez, là, c'est fou. C'est-à-dire qu'on est face à vraiment à l'alliance PLQS, Québec solidaire des libéraux, qui finalement travaillent ensemble en faveur de l'anglicisation des débats à l'Assemblée nationale du Québec, et donc de l'anglicisation de nos institutions et à terme du Québec. C'est incroyable. qu'à dire, c'est vraiment... Mais non, mais comment le Parti québécois peut penser s'allier à un parti comme ça? Mais c'est fou furieux. Écoute, il y a Le parti n'oublie jamais le discours de Lucien Bouchard au Centaure, écrit par Jean-François Lisée. Ah oui, je sais. Hein? Ça on le N'oublie sait. jamais ça. Non, mais ça on le sait, Richard. N'oublie jamais ça. Jean-François Lisée n'est pas un grand défenseur de la langue française. C'est le moins qu'on puisse non, dire. Peu importe ce qu'on pense de Jean-François Lisée, là, ça c'est une évidence à travers ses prises de position historiques telles qu'elles se sont prises depuis plusieurs décennies même. C'est parce que Jean-François Lisée, c'est pas un Québécois, c'est un Montréalais. J'aime ça, Richard. C'est ça. Ce n'est pas un Québécois, c'est un mot. Montréalais. Oui, en même temps, c'est problématique quand tu dis ça, parce que ça veut dire qu'on exclurait Montréal du Québec. Alors qu'il faut, je pense... Non, on n'exclut pas Montréal du Québec, c'est Montréal qui s'exclut du Québec. Mais ça, c'est ça qui est problématique. Ouais. C'est le montréalocentrisme. Oh, c'est même pas ça, ça c'est autre chose. Ben, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que la réalité montréalaise s'applique à l'ensemble du Québec. C'est ce que j'appelle le montréalocentrisme. Bon, c'est de penser que le Québec, de ne voir le Québec que dans la lorgnette qu'à travers le regard de Montréal. Oui. Et ça, pour moi, c'est un grave problème. C'est ce qui fait notamment qu'on ne comprend pas du tout l'attitude hors Montréal par rapport à Québec solidaire, par rapport à la CAQ. Donc, sur le plan électoral, même sur le plan des valeurs, ça fait on manque totalement de sensibilité pour ce qui est le Québec actuellement. Et Jean-François Lisée pêche totalement par ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça. Et c'est tragique. Vraiment, là, on est mal servi. Vraiment, vraiment mal servi. Au moment où on a des enjeux là, vitaux, hein, existentiels, comme dirait mon ami Jean-Claude. Mm-hmm. OK? Tout à fait. OK? Nos dirigeants ne sont pas à la hauteur. Ben, nos dirigeants, ils ne dirigent pas grand-chose. Pour l'instant, les leaders nationalistes, si on peut les appeler nationalistes, je ne sais même pas comment les appeler, mais enfin, bref. Les gens qui sont censés représenter le courant souverainiste... Les leaders nationaux. Oui, des leaders nationaux, premièrement, sont dans l'opposition, deuxièmement, sont enfermés, mais complètement enfermés dans une logique complaisante de la narration radio-canadienne et libérale, ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de se sortir de... Progressistes et mondialistes. Progressistes, mondialistes, et même
parfois on se demande carrément fédéraliste. C'est-à-dire que quand la grande promesse d'un leader souverainiste, c'est de ne pas faire la souveraineté... Tu admettras que c'est quand même confondant hein, pour le commun du mortel. On est là, on emploie le mot progressiste. Et dans l'esprit des gens, progressiste, c'est positif. Bien sûr. Mais le progressisme aujourd'hui, là, c'est le néolibéralisme. Eh bien oui. Hein? Eh bien oui. Et bon, ça tombe bien parce que c'est justement un sujet qu'on va aborder au cours de la deuxième heure. Est-ce qu'il reste 3-4 petits machins là, dont tu voudrais parler? Simplement, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais simplement... Ah, c'est vrai, on annonce... Il y a une nouvelle là, qui te concerne. Voilà, exactement. Alors, aujourd'hui, nous avons vu des pancartes du Parti libéral dans la circonscription de Gouin. Alors, j'ai reçu des appels aujourd'hui, on m'a dit, bon, ben ça y est, c'est le début de la campagne électorale dans Gouin, parce que les libéraux ont mis des pancartes. C'est quand même un drôle... Parenthèse. On vit quand même dans un drôle de système politique. C'est-à-dire que le gouvernement en place détermine la date des élections. Ce qui fait, bref, qui peut déclencher les élections quand ça l'arrange dans le temps. Tout à fait, mais ça, c'est de tout temps, là. C'est de tout temps, mais ce que je veux dire, c'est... Il n'y a rien de nouveau, là. Il n'y a absolument rien de nouveau. C'est le système parlementaire britannique. Ce n'est pas à date fixe. Bref. Mais ça l'est pour ce qui est des élections générales depuis peu. Depuis peu, mais même là, si c'était un gouvernement minoritaire, comme ça a été le cas en 2012 avec Pauline Marois, il y a une possibilité que le gouvernement n'ait pas le vote de confiance et que finalement des élections anticipées soient déclenchées. Bref, d'ailleurs, tu sais qu'il y a la même loi en Grande-Bretagne. Hein? Je sais. Et pourtant, qu'est-ce qu'a fait May? Elle a voté une loi revenant sur la loi sur les élections à date fixe pour permettre des élections anticipées. Donc on voit que dans le système parlementaire britannique, même quand on fait des lois à date fixe, ça tient pas. Donc bref. Non, parce que c'est pas dans la logique du système. Ben, c'est ça, c'est pas dans la logique du système. Exactement. C'est la confiance du gouvernement. Donc on peut bien faire des lois à date fixe, la réalité va nous rattraper. Bref, la campagne est déclarée dans Gouin. Les élections partielles pour remplacer les élections auront lieu le 29 mai. Ben dis donc, ça s'en vient vite. Ça s'en vient très très vite. Bon. Alors, je dois dire, petite parenthèse pour les auditeurs, mais je trouve ça assez flatteur d'être en campagne électorale, parce que évidemment je me présente sous la bannière du Parti indépendantiste pour que les patriotes de Gouin aient une voix finalement qui puisse être porté à l'Assemblée nationale. Le Parti québécois ne présente pas de candidat. Jusqu'à présent, la CAQ ne présente pas de candidat non plus. On a appris aujourd'hui que le parti de Rambaud-Gauthier présentait un candidat. Alors, il va y avoir le parti de Rambaud-Gauthier, le Parti conservateur... provincial. Provincial, oui. Le Parti conservateur du Québec aura également un candidat. Je crois qu'Option nationale aussi, et évidemment, Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, je serai candidat sous la bannière du Parti indépendantiste pour que les nationalistes, les patriotes et les souverainistes aient une voix claire et forte à l'Assemblée nationale, et aussi pour démontrer notre mécontentement face à cette décision qui, à mon sens, tragique du Parti québécois de ne pas présenter de candidat contre l'extrême gauche antinationaliste qui est Québec solidaire. Bon, on va quand même s'arrêter 2 secondes pour parler de l'habileté stratégique quand même du PLQ de précipiter les élections dans le comté de Gouin pour empêcher que Gabriel Nadeau-Dubois soit en mesure de capitaliser au maximum sur sa notoriété personnelle. Sa lancée médiatique. Je remarque d'ailleurs que, j'ai pensé à ça en venant au studio, Richard, je serai en campagne électorale en même temps que Madame Le Pen. Incroyable quand même comment l'histoire est faite. Je mènerai ma première campagne électorale quand elle-même sera pour la première fois au second tour des présidentielles françaises. Tu anticipes sur la seconde heure, là. Alors, écoutez, on arrive justement au terme de la première et on vous rappelle que vous êtes à l'écoute de radioinfocité.com. Au micro, Alexandre Cormier-Denis, Richard Lehir. Et c'est l'émission du mercredi 26 avril. On va faire une pause et on vous revient dans quelques minutes.
cache. Croix de bois, croix de fer, derrière une pile de cash. Si je mange, je vais en enfer. Chaque vérité abrite son contraire, chaque mensonge a son commanditaire. Prophète du mal qui prétend faire le bien, prophète du vide qui veut que tu penses à rien. La vérité se trafique, croix de bois, croix de fer, pour une question de fric. Si je mange, je vais en enfer. 100 000 vérités, aucune compatible, 100 000 mensonges jurés sur la Bible. Prophète d'hier, prophète de demain, prophète de la terre, prophète des martiens. La vérité se vend, croix de bois, croix de fer, à n'importe qui au plus offrant. Si je mange, je vais en enfer. Qui dit vrai, qui dit faux dans toute cette histoire? Qui a visé le blanc, qui a tué le noir? Prophète de la guerre, prophète de la peur, prophète profiteur, prophète de malheur. La vérité s'achète, croix de bois, croix de fer, le mensonge fait la manchette. Si je mange, je vais en enfer. Tout le monde prêche pour sa paroisse, tout le monde vend le remède pour ton angoisse. Tout le monde veut te montrer le chemin, on te ment impunément et puis c'est pour ton bien. Ici Félix-Aimé Saint-Louis. Vous êtes actuellement sur radioinfocité.com. Restez avec nous. Dans quelques minutes, c'est votre journal du soir avec François Saint-Louis sur radioinfocité.com. Rendez-vous au motel Roberval dans la région du Lac-Saint-Jean. Vous serez les bienvenus au motel Roberval. Visitez le site internet pour obtenir plus d'informations. L'adresse motel-roberval.com ou appelez-les au 1-877-990-9903. Je répète, motel-roberval.com ou 1-877-990-9903.
votre rendez-vous de fin de soirée sur radioinfocité.com. C'est le journal du soir avec François Saint-Louis, ses chroniqueurs et ses invités. Tous les jours, 21h ou 21h30 sur radioinfocité.com. Alors, nous voici de retour pour la deuxième heure de l'émission Point de bascule. Alexandre? Oui. Nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Alors, on rappelle que nous sommes le mercredi 26 avril, que c'est le deuxième segment, celui où on discute de politique internationale. Et évidemment, difficile de ne pas commencer par le premier tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu en France dimanche. Et à l'issue duquel on retrouve grosso modo, ceux qu'on s'attendait à retrouver, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Ancien ministre de François Hollande, du précédent gouvernement. Et Marine Le Pen. Alors, ils sont à peu près nez à nez, hein, à quelques fractions de pourcentage près, là. Oui, 2,5%. C'est ça. Et puis... ça aussi, c'est pas surprenant, compte tenu du fait que lors du premier tour, il y avait 11 candidats. Et donc, il y avait une fragmentation très grande possible du vote. Et malgré cette grande fragmentation possible, finalement, 4 candidats se sont retrouvés avec, grosso modo, une gravité entre 18 et 23% oui, exactement. Du vote. Oui, exactement. Donc, 4 candidats, Macron qui est arrivé en tête, Marine Le Pen deuxième, François Fillon, donc le candidat de la droite, est arrivé troisième, et juste derrière lui... Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Représentant, lui, la gauche, hein, le Parti communiste. Oui, la gauche, son parti, la France Insoumise, qui est finalement sa propre organisation. C'est une organisation qui n'existe pas sans lui. Et derrière Mélenchon, on retrouve le candidat du Parti socialiste, M. Benoît Hamon. Mais loin en arrière. À 6%. 6%. Alors, Mélenchon a fait 18%. Et le candidat du Parti socialiste, le parti dont est issu le président, c'est-à-dire François Hollande, donc qui a été élu on voit là tout de suite la débandade complète. En fait, on assiste à l'effondrement du Parti socialiste complet et total. Non seulement son effondrement, mais sa disparition, son effacement. Son effacement qui... Et avec une espèce de rage. Oui, et ça date pas des présidentielles, hein, c'est-à-dire que même déjà au régional, quand il y avait été question des élections régionales, il y avait eu des ententes entre le Parti socialiste et la droite, donc les Républicains, pour bloquer le Front national. Ouais. Et le Parti socialiste avait retiré ses listes au second tour pour faire en sorte que le Front national ne soit pas élu. Ce que ça a eu concrètement comme effet, c'est qu'il n'y a plus eu d'élus régionaux socialistes, et que donc le Parti socialiste a perdu des fonds, a perdu des militants, et des militants qui étaient en colère, qui ont claqué la porte dans de nombreuses régions en France. Et en plus de ça, le gouvernement Hollande était totalement impopulaire au sein de sa propre base électorale. Hein. C'est pas seulement la droite qui aimait pas François Hollande. Là. Non, au sein de son propre parti. Au sein de son propre parti. En fait, pas tellement de son parti lui-même que des militants. Des militants et des électeurs. Ouais, des militants et des électeurs. Alors, il faut comprendre là que ce rejet, on parle de rejet, là, c'est même plus qu'un rejet, là, c'est un vomissement. Oui, tout à fait. Hein? Oui, parce que c'est quand même un des deux grands partis politiques en France, le Parti socialiste. Alors, les Français là, viennent de vomir le Parti socialiste. Et en même temps, ce qui est paradoxal, Richard, c'est que dans le fond, tous les anciens du Parti socialiste se sont recyclés avec Emmanuel Macron. Dans le macronisme. Ben oui, c'est-à-dire que les anciens collègues d'Emmanuel Macron, tels Manuel Valls, par exemple, Ségolène Royal, et plein d'autres ténors du Parti socialiste,
ont appelé à voter Emmanuel Macron. Oui. Alors qu'ils s'étaient engagés à soutenir le candidat socialiste Benoît Hamon, ils ont voté pour cet homme qui se dit ni de droite ni de gauche. Alors, finalement, puis ces gens-là sont quoi, à la recherche de quoi? Hein? D'une fiole, comme on dit au Québec. Hein? Ils sont à la recherche d'un contenant. Comme on dit en France, un Marocain ministériel. Ils veulent avoir un portefeuille. Ah oui, voilà, ils cherchent une place. C'est ça. Mais je pense qu'il y a plus que ça, Richard, derrière la conversion de ces socialistes à, si on veut, un candidat libéral, tel que se présente Emmanuel Macron. Il faut dire plutôt qu'il s'agit d'un néolibéral. Oui, c'est le candidat des banques, c'est le candidat des grands groupes. De la mondialisation. Oui, tous les grands industriels français. Du multiculturalisme. Oui, Drahi, Berger. Il a fait d'ailleurs, suite au premier tour, il a fait une rencontre en soirée à Paris, où il a invité des tas de gens à venir célébrer finalement le fait qu'il soit passé au second tour. Dans un café de Montparnasse très célèbre qui s'appelle La Rotonde. Où il y avait... Je suis déjà allé. Ah ben voilà. Est-ce que c'est un endroit chic, Richard? C'est un endroit snob. Non seulement chic, mais snob. Oui. Peut-être pas si chic que ça, parce que ça demeure une brasserie. D'accord. Hein? OK? Mais snob. Tu sais, je veux dire, moi, à la Rotonde, j'ai vu des chiens se faire servir à la table, avec des serviettes blanches autour du cou. Ah, d'accord. OK? Des lévriers, tu te rends compte? Ouais, d'accord. Et je n'en revenais pas qu'on serve des chiens au restaurant. Moi, j'ai jamais vu ça non plus. OK. J'appartiens pas à ces... J'ai vu ça à la Rotonde. À cette classe sociale. Mais enfin, tout ça pour dire que Emmanuel Macron, donc il était à la Rotonde, et il y avait qui autour de lui? Jacques Attali, donc économiste libéral, Alain Minc, économiste libéral, Pierre Berger, un milliardaire qui possède le journal Le Monde, Patrick Drahi, bref, tout le gratin de la caste économico-financière française entourait Emmanuel Macron. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le second tour de la présidentielle française, c'est qu'au fond, quand on analyse un peu les choses, c'est la continuité de François Hollande. Exactement. Emmanuel Macron est la continuité de François Hollande. Mais pire que ça, c'est qu'on a limite affaire à un vote de classe. Et que le vote ouvrier, le vote du petit peuple n'est pas avec Macron. Il est avec Marine Le Pen. On a vu justement aujourd'hui là, comment cette situation-là se vit dans le concret. Aujourd'hui, à Amiens, la ville dont est originaire Emmanuel Macron. Il y a une usine d'un fabricant américain bien connu qui s'appelle Whirlpool, fabricant de laveuses-sécheuses, tout le monde connaît, OK? Et qui vient d'annoncer sa fermeture et la délocalisation de ses activités en Pologne. Pourquoi? Parce que les salaires sont moins chers en Pologne. Hein? Bien sûr. OK? Et donc, évidemment, la France perd une usine, c'est 250 personnes, plus tous les sous-traitants. Oui. Plus l'économie de la ville, hein, parce que ça affecte beaucoup plus d'emplois, forcément. C'est une usine là, qui faisait tourner, qui animait la ville. Bien sûr. OK? Alors, pendant que Macron, lui, rendait visite à la Chambre de commerce locale. La Chambre de commerce locale. Le syndicat d'initiative, hein? C'est comme ça que ça s'appelle. Chambre de commerce en France. Allô, syndicat. Hein? OK. Il s'est fait chahuter par les ouvriers. Alors, Marine, elle, allait rencontrer des ouvriers dans le parking et mangeait des merguez avec eux. Oui, et il scandait Marine présidente. Il scandait même Marine présidente face à Emmanuel Macron. Ils ont même scandé. Alors, parce que Macron, quand il a appris que Marine était là, il a voulu aller lui aussi pour ne pas être en reste. Et il s'est présenté à l'usine et il s'est fait huer. Ouais. Et puis chahuter. Et il n'y a pas eu la partie belle, hein? Non. OK? Et il s'est fait scander à lui aussi, Marine présidente. Alors, on est juste au début de la campagne. Mais disons que ça part mal.
Ben, en fait, je sais pas si ça Pas mal pour Macron. Ben, oui, en même temps, Richard, ça clarifie les choses. Oui, oui. Ben, écoute, de toute façon, le résultat le disait. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on est face à un candidat à la fois qui est soutenu par la petite bourgeoisie urbaine, les bobos, par les grands groupes industriels, par, il faut le dire aussi, certains lobbies politico-religieux. La Grande Mosquée de Paris a appelé à soutenir Macron. Oui, alors tu vois, c'est ce qui m'a amené, moi, à surtitrer sur l'article sur Vigile. Eh bien, voilà, Emmanuel Macron étiqueté halal. Ah ben, voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est un peu... Donc, finalement... Saucissonné et étiqueté halal. L'électorat issu de l'immigration, notamment... musulmane, le grand patronat, une partie des... les yuppies, quoi, les jeunes professionnels urbains branchés sur le monde, les vainqueurs de la mondialisation, les bobos. Ça, c'est la base électorale d'Emmanuel Macron. Et en face, il y a qui pour Marine Le Pen? Il y a le monde ouvrier, il y a les paysans, il y a les gens qui sont au chômage, il y a tout, finalement, les perdants de la mondialisation qui sont en face de lui. Et c'est là où on voit que, contrairement à ce que certains chroniqueurs disent de l'actuelle course à la présidence française, je pense qu'on a vraiment là un choix, les Français ont un choix de société clair. Voter Macron, ce n'est clairement pas voter Marine Le Pen, que ce soit sur l'Union européenne, que ce soit sur le protectionnisme économique, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la laïcité, que ce soit sur les valeurs même sociales. On a face à deux candidats qui représentent des choses diamétralement opposées. Donc c'est une vraie élection. Ah, tout à fait. Et puis ensuite, à l'étranger, là, les gens suivent ça avec beaucoup d'intérêt. Bien sûr. Aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, bien sûr. Ça aura un gros impact mondial. Un gros impact mondial, et puis ça a même un impact au Québec. Il faut comprendre une chose. Totalement. À partir du moment où, et c'est le sens de l'article que j'ai mis sur l'éditorial que j'ai fait pour Vigile, qui a été mis en ligne hier, sa survie désormais en jeu, la France change de paradigme. Le patriotisme, le souverainisme et le respect de la démocratie constituent désormais les seuls remparts contre le mondialisme. C'est ça. C'est mon article. Voilà. Merci, Alexandre. Je t'en prie. Publicité avec une fougue. C'est beau, la jeunesse. Ben, c'est ce qu'il faut. OK. Alors... Donc, il faut comprendre ça, que cette situation qui plaît, le paradigme, c'est que l'existence même de la France est en jeu. Tout à fait. OK? Et il faut comprendre aussi que ça a des conséquences énormes pour le Québec. Oui. Pense-t-on 2 secondes que le Québec est capable de survivre bien longtemps si la France s'effondre? Oui, si elle a un président... Si la langue française n'est plus considérée comme... une langue internationale. Il renonce sur tout, il recule sur tous les plans. Là. Je veux dire, Il ne croit pas que l'art français existe. Que la culture française existe. Ah oui, il est incroyable. Cette déclaration-là, il n'y a pas de culture française, il y a des cultures en France. Donc on voit déjà qu'on est dans un logiciel multiculturaliste. C'est ça. Il y a plusieurs cultures qui se côtoient en France, mais il n'y a pas de... Combien de temps pensez-vous que le Québec pourrait survivre? Alors bon, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais de 1763 à 1958, quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, le Québec n'avait pas de lien avec la France. Oui, mais à l'époque, attention, il y avait le clergé, qui lui avait des liens avec la France et la langue française. Il y avait un soutien incroyable. On faisait des enfants. Il y a eu la revanche des Verseaux. Et tout ça, c'est... Ah, mais il y a même eu une influence directe, c'est-à-dire que même ce qu'on connaît aujourd'hui comme le nationalisme québécois émerge à partir des années 20 et des années 30,
notamment d'un groupe de cléricaux nationalistes qui s'inspire de quoi? Qui s'inspire de l'Action française. Ben oui. C'est-à-dire que les courants nationalistes français ont grandement influencé la naissance même du nationalisme, d'abord canadien-français, puis québécois tel qu'on le connaît aujourd'hui. Oui. Lionel Groulx est le directeur de l'Action française de Montréal, lui-même inspiré de l'Action française de Paris. Donc, c'est évident que, on le sait, ce qui se passe en France a toujours des effets sur le Québec, même avant 1960. Oui, c'est ça. Mais disons officiellement, là. Ah oui, oui, bien sûr. OK? Officiellement, c'est à partir du retour aux affaires de Gaulle en 1958 que De Gaulle, l'une des premières choses qu'il fait, c'est d'établir des contacts avec le Québec. Et il envoie une missive à l'ambassadeur de France à l'époque, qui est Francis Lacoste, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, et avec lequel j'ai participé même à une conférence au début des années 80. Je lui ai rappelé qu'il m'avait remis mes prix au Collège Stanislas au début des années 60. Alors, ça l'avait pas mal ébranlé. Et moi, d'ailleurs, ça m'avait été stupéfait de le retrouver à l'occasion de cette conférence-là. Mais tout ça pour vous dire que quand De Gaulle fait ça, il est déjà, lui, il a déjà son plan en tête. Et, ça va culminer en 1967. Oui, ça va culminer, mais ça a commencé bien modestement. Il est venu une première fois en 1960, à l'époque où Duplessis venait de mourir, Paul Sauvé venait de mourir, et le premier ministre du Québec, par intérim, c'était le député de Joliette, Antonio Barrette. Antonio Barrette. Qui était un ancien serfrein du CN. Oui. OK? Alors, c'est le gars qui contrôlait le wagon de queue, là. C'était un bon militant de l'Union nationale. C'était un bon militant de l'Union nationale. Mais, déjà, lors de cette réception qui avait eu lieu à Québec, et il faut lire les comptes rendus de l'époque pour comprendre ce qui s'est passé, il y a eu un courant qui est passé. Oui, bien sûr. Un courant et que les Québécois ont ressenti très fortement. Et qui a pavé la voie, finalement. D'abord les discussions avec le gouvernement Lesage à partir de 60, pardon. Et puis une amitié quand même qui liait le Johnson et De Gaulle à partir de 66. C'est ça, oui, mais même André Malraux, qui était à l'époque le numéro 2 du gouvernement français. Oui, ministre de la Culture. Ministre des Affaires culturelles, oui. OK, est venu à Montréal en 1965. Oui. OK. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion, étant élève au Collège Stanislas, il était venu nous rencontrer. On était un établissement français d'Amérique. Bien sûr. Okay. D'ailleurs, c'est là où les Français de Montréal ont voté. Hein? Et pourquoi? Parce que le Collège Stanislas d'extraterritorialité. Bénéficie du statut d'extraterritorialité, un statut qui lui a été conféré dès 1937 par le sénateur Raoul Dandurand, qui a été à l'origine de la venue du Collège Stanislas à Montréal. D'ailleurs, en passant, ça a été un peu, je fais une brève parenthèse, là, mais ça a été un peu un fiasco, hein, le vote des étrangers. À Londres, il y a des milliers de personnes qui sont retournées chez eux, hein, parce que ils n'ont pas pu voter. Non, parce que les files d'attente étaient trop longues. Bon, mais on va revenir aux candidats, là. Parce qu'on peut s'éterniser pas mal longtemps. Non, nous, on ne fait jamais ça, Richard. Dans ce que Jean-Claude appellerait des anecdotes. Des anecdotes. En se moquant de moi. Non, d'accord. On va revenir à la course présidentielle. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait penser, ou à ce que les médias essaient de nous faire croire, il n'y a pas de soi-disant front républicain face à Marine Le Pen. Bon, moi, ce que je voulais dire, ce qui est important de souligner, c'est que Macron, son organisation En Marche, ce n'est pas un parti politique. Tout à fait. Pour l'instant, c'est à peine un mouvement. C'est donc une organisation là, qui n'a pas de racines sur le terrain. Tout à fait. OK? Le Front national a des racines profondes sur le terrain, même dans les endroits où... Les élus régionaux, des élus municipaux. Même dans les endroits où il n'est pas... Majoritaire. Oui, bien sûr. OK? Et souvent, il arrive deuxième, troisième. Hein. Exactement. Donc, sur le terrain, il a une force. Et donc, il est capable de sortir le vote. Tout à fait. Macron va avoir de la misère à sortir son vote. Okay. D'abord parce qu'on ne sait pas qui est son vote. Exact. Il y a un problème, problème de... Puis il n'y a pas de parti. Les centres urbains vont voter Macron. Oui, de la même façon que les centres urbains ont voté Brexit.
On Non, votait contre le Brexit. Oui, on votait Remain. C'est ça? Oui, tout à fait. OK, puis regarde la carte des gens qui ont voté pour Trump aux États-Unis, puis tu vas voir que c'est l'Interland, là, c'est le centre. Il y a, d'ailleurs, c'est une carte que m'a envoyée, d'ailleurs, Jean-Claude Pomerleau, que l'on salue s'il nous écoute, sur les comparaisons entre les anciennes zones particulièrement industrialisées de France, celles qui étaient industrialisées à plus que 30%, et le vote où Marine Le Pen, les départements où Marine Le Pen est arrivée en première place, et les deux cartes se recoupent. Coïncident d'une façon parfaite. Oui, autrement dit, là, ceux qui votent pour le Marine Le Pen, là, c'est les gens que moi j'ai côtoyés quand j'étais président de l'Association des manufacturiers au Québec. C'est la France désindustrialisée. Exactement. Qui a voté pour Marine Le Pen. Les gens qui ont été affectés par les délocalisations massives d'entreprises françaises. Voilà. Mais c'est ça le gros du discours de Marine Le Pen. La mondialisation n'est pas heureuse pour beaucoup de gens. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah ben c'est ça. Voilà. Okay. Et quand Macron nous dit à un discours d'ouverture, il est incapable de se remettre en question la mondialisation. La mondialisation est fatale. Ben, puis on est en train de le découvrir aujourd'hui, là, au Canada, avec la décision unilatérale de... C'est pas rien, là. Trump, j'ai vu ça sur le New York Times juste avant de m'en venir, là. Trump, il se retire carrément de l'ALENA. Le gouvernement américain va déposer une résolution en Chambre par laquelle il va, en vertu de la procédure existante, il va dénoncer l'ALENA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? C'est grave, là. Tous les Canadiens et les élites canadiennes qui ont misé sur le libre-échange, ben, ils se retrouvent le bec à l'eau. Bon. Tu veux dire qu'il va falloir renégocier des accords d'État à État? Mais pas d'État, des accords sectoriels. Des accords oui, mais voilà, des accords sectoriels. Oui, des accords et dans une situation comme celle-là, tu comprends qu'on est fait à l'os. Parce qu'on ne pèse pas assez lourd. Mais en fait, il va falloir diversifier. Donc on va se faire manger la laine sur le dos là, systématiquement par les Américains. Je le sais, j'ai négocié moi-même avec des Américains. Mais cela, vous dire que... cela indique aussi, Richard, qu'il va falloir diversifier aussi nos partenaires économiques. Bien, Le plus possible. Le plus possible. Le plus possible. Puis le pire, c'est que celui dans lequel on était le plus confiant, les États-Unis, ben, il est en train de nous faire des mains. Ouais. Pas rien. Bon, alors, ça, c'est la réalité du libre-échange. Okay? Et c'est pourquoi la mondialisation est un échec. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours comprendre que les États concluent des ententes selon leurs intérêts. Or, entre le moment où les États-Unis ont signé l'accord sur le libre-échange en 1985 et aujourd'hui, ben, leurs intérêts ne sont plus les mêmes. Et ils sont pas satisfaits de l'entente. Leurs intérêts, ils comprennent aujourd'hui qu'ils doivent se réindustrialiser. Ben oui. OK? Mais nous aussi, d'ailleurs. Nous aussi. Et la France aussi. Mais sauf que... La délocalisation en Chine, ça a eu quand même des effets... épouvantables. En Asie, même. C'est absolument horrible. La mort, ça a été la mort des classes moyennes. Totalement. Complète. Ouais. L'éradication des classes moyennes aux États-Unis. C'est quand même pas rien. Oui, mais oui, tout à fait. OK? Alors, puis c'était des emplois... Qui ont fait la prospérité de l'Amérique. Bien sûr. Hein? Mais tout le bassin, finalement, le bassin au sud des Grands Lacs, qui a voté d'ailleurs pour Trump, parce qu'il leur promettait des mesures protectionnistes et de réindustrialisation, c'est ce bassin-là ouvrier, généralement acquis au Parti démocrate, qui l'a fait gagner, entre autres choses. Exactement. Alors, on voit là que cette situation-là est extrêmement prégnante. En France même, on voit comment... puis, cette situation, oui. L'exemple de Whirlpool ne peut pas être meilleur, ne peut pas illustrer mieux la problématique. C'est comme si elle tombait du ciel, exprès pour à l'avantage de Marine Le Pen. Tout à fait. OK? C'est son monde. Oui. C'est les gens qu'elle représente. Je poursuis aussi l'analyse en soulignant le fait que finalement le Parti socialiste,
en appuyant Macron, s'est complètement débarrassé du mot socialiste. Hein? C'est-à-dire que là, on est face à une gauche française qui n'a plus à défendre les travailleurs. Cette base ouvrière qui est finalement passée du côté du Front National, elle n'a plus à la défendre et elle se débarrasse des oripeaux de ce qui était finalement la gauche de Jaurès, la gauche du travail, la gauche alors, il s'est produit sociale, et ils assument pleinement leur côté libéral maintenant. Exactement. Alors, il s'est produit une inversion des polarités. Oui. Okay? C'est la droite qui défend les travailleurs. Qui défend les travailleurs. Ben, en fait, ce qu'on dit être la droite, parce que bon... OK, ben enfin, c'est ce qu'on dit, là. Oui. Tout le monde... mais je suis d'accord avec toi que c'est plus ça, là. Ça ne correspond plus à rien. Mais et le parti, et la gauche... La gauche qui, elle, défend... Le candidat des banquiers. Le candidat des banquiers. La financiarisation, Macron. Alors, je veux dire, l'inversion des polarités. La gauche est devenue la droite et la droite est devenue la gauche. Totalement. Ce qui fait dire que finalement, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. C'est-à-dire que dire que Marine Le Pen... Ça n'est plus l'élément moteur de la politique française. C'est un peu inquiétant en même temps parce que ça prouve qu'il y a... à tes souhaits, Richard. Pardon, excusez-moi. Il y aurait une forme d'américanisation de la politique française. C'est-à-dire que dans le fond, Macron, qu'est-ce qu'il représente? Il représentait une sorte de parti démocrate à l'américaine. Urbain, défendant les minorités, et n'ayant plus vraiment de tentation de défendre l'État-providence ou le socialisme. Il se débarrasse totalement de l'histoire de la gauche française pour devenir quelque chose... Ça va plus loin. Il se débarrasse carrément de l'histoire de la France. Oui, tout à fait. Hein? Oui, tout à fait, c'est ça. C'est le déracinement complet. C'est vraiment du Justin Trudeauisme. C'est ça. Macron... C'est le fameux État post-national. Exact. Et ça, évidemment, nous, on connaît ça quand même bien à cause du Canada, de la Constitution de 1982, du multiculturalisme. Mais il faut comprendre que pour les Français, c'est assez nouveau. Moi, j'ai parlé à plusieurs Français qui ont de la famille en France, qui ont voté, par exemple, pour François Fillon, donc le candidat de la droite. Ils vont tous voter pour Marine Le Pen. Parce que pour eux, même si ce n'est pas les aspects économiques qu'ils aiment de Marine Le Pen, sur l'aspect de l'identité nationale, d'avoir Emmanuel Macron, un candidat qui affirme qu'il n'y a pas de culture française, que la colonisation est un crime contre l'humanité, qu'il n'a jamais vu d'art français, c'est un scandale absolu. Ils ne peuvent pas se résigner à voter pour un type, non seulement qui ne croit pas... En fait, il ne croit pas que la France existe, on peut résumer ça comme ça, et en plus, il magnifie les politiques immigrationnistes d'Angela Merkel, qui sont une catastrophe absolue en Allemagne. Oui, ce qui fait qu'il y a beaucoup... C'est une catastrophe absolue en Allemagne, une catastrophe absolue en Suède, une catastrophe absolue partout. Hein? Partout. Alors en Italie, en Grèce, c'est la même chose. Alors, c'est pour ça que, disons, la tension pour le vote de Marine Le Pen, c'est ça. C'est de rallier une partie de la droite qui a voté Fillon, et en même temps, rallier des électeurs qui sont plus proches de positions socialistes, par exemple des électeurs de Mélenchon, qui peuvent être attirés par le discours social, protectionniste de Marine Le Pen. Et la grande difficulté, ça va être, dans l'entre-deux tours, de tenir un discours qui puisse allier ces deux courants qui sont traditionnellement opposés entre droite et gauche. Voilà. Et pourtant, on va avoir des gens qui vont s'allier dans la défense, finalement, de la France et de sa souveraineté et de la patrie. Tout à fait. Alors, les premiers sondages indiqueraient, puis c'est des sondages qu'il faut prendre avec un grain de sel, hein, puis même avec des pincettes, indiqueraient que Macron l'emporterait sur Marine par 60-40 au second tour. Attendons de voir. Wait and see. Il va se passer quelque chose d'assez spectaculaire. Il y a des gens d'ailleurs qui suivront pas. Hein. C'est pas parce que Fillon a dit que lui, il votait Macron que tous les gens vont voter avec lui ou comme lui. Même que tu viens de le mentionner, il y a beaucoup de républicains
Ils veulent rien savoir Ils de veulent Macron. rien savoir de Macron. Les gens de Mélenchon, ça m'étonnerait beaucoup qu'il y en ait beaucoup qui votent pour Macron. Ils vont peut-être voter blanc. Alors, on va se retrouver avec un phénomène assez spécial. Macron, lui, il a un électorat flou qui n'est pas arrimé, OK? Et qu'il n'est même pas capable de contrôler parce qu'il n'a pas d'appareil de parti pour le faire. Mais voilà. OK? Donc, il est littéralement, lui, à la merci de la volatilité du vote. Et son vote est très volatile, alors que le vote de Marine Le Pen est très solide. Ouais. C'est ça. Et- Alors, quand on calcule l'abstention qui va être très forte, parce qu'il y a des gens qui ne se résoudront pas à voter ni pour Macron, ni pour Marine Le Pen. Donc, soit qui se déplaceront pas, soit qui voteront blanc. C'est ça. Et il y en a d'autres qui vont voter blanc, Exact. parce qu'ils vont vouloir que leur vote soit enregistré, mais ils ne vont pas vouloir se prononcer ni en faveur de l'un, ni en faveur de l'autre. OK? Et donc, il va y avoir des surprises au second tour. Et il est loin d'être certain que Macron va l'emporter par une marge aussi décisive, si même il l'emporte. D'ailleurs, tu me faisais remarquer ça avant l'émission, Richard. Les adversaires de Marine Le Pen tablaient sur une diabolisation de Marine Le Pen pour finalement la bloquer. Et on se rend compte que c'est pas mal plus complexe que ça. Parce que oui, il y a des gens qui sont mobilisés contre Marine Le Pen, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés contre Macron. En fait, d'ailleurs, l'équipe de Macron comptait justement sur l'effet de la diabolisation pour faire passer leur candidat. Puis on se rend compte que ça ne prend pas du tout. Hein? La mayonnaise ne monte pas, là. Et ils vont avoir de grosses surprises. L'effet n'arrivera pas à jouer. Et on le voit déjà aujourd'hui dans un projet d'affiche que le Parti socialiste avait préparé, une affiche de Marine Le Pen avec revêtue de la tenue officielle du président de la République. Oui, oui. OK? Et c'était avec un bandeau en travers qui disait « Jamais ça ». Ben, figure-toi que le Parti socialiste, les militants, ont refusé de distribuer l'affiche en question. Elle devait être distribuée partout en France et ah oui, ils ont été obligés de la retirer. Ils en ont fait imprimer des milliers. Ils ont été obligés de la retirer. Des centaines de milliers. Oui, des centaines de milliers. OK. Alors... Et c'est ça. Alors, c'est pour ça que parce que généralement, dans les élections, depuis 20 ans, on oppose au Front National ce qu'on appelle le Front républicain, c'est-à-dire, en gros, la droite et la gauche qui se mettent ensemble pour bloquer le Front National. Or, il n'y a pas de Front républicain présentement, parce qu'il y a des ténors de la droite qui trouvent que Macron représente un tel danger pour la France qu'ils appellent à voter contre lui, c'est-à-dire finalement pour Marine Le Pen. Ajoutez à ça le fait que Mélenchon ne donne pas de consigne de vote, clair, ça veut donc dire que le Front républicain n'existe pas, qu'il y a réellement une polarisation entre deux candidats, oui, et que Macron suscite un degré de rejet peut-être aussi grand que Marine Le Pen dans l'autre cas. Exactement. Et puis, tu sais, il faut quand même être réaliste, là. Les gens qui votent Macron, c'est des gens qui sont à l'aise. Mais oui, voilà, c'est les gagnants de la proportion des gens à l'aise en France, elle n'est pas si grande que ça, là. Non. C'est pas 50%, c'est pas vrai. Non, sauf que, il y a le vote des bobos urbains, qui sont pas nécessairement très... Bon, enfin, certains sont à l'aise. Ils sont bruyants, mais ils sont pas nécessairement... C'est ça. C'est-à-dire qu'ils mènent un combat culturel. Nombreux, hein? Non, c'est ça, exactement. Mais, faut pas se leurrer, Richard. Il y a le vote immigrant aussi. Oui, oui. C'est un peu comme au Québec, hein? Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a une masse... c'est ce qu'on appellerait les allophones au Québec. C'est pas le cas en France, là. Quoique, bon... les descendants d'immigrants et des immigrants qui, évidemment, notamment sur la question de l'islam... Mais ils ne sont pas une majorité. Bien sûr que non. Ils ne sont pas une majorité. Alors, toutes les petites minorités... La question c'est le cumul des minorités, oui. Exactement. Ouais. Mais c'est là où on voit l'américanisation de la politique Et française. finalement, c'est la même chose au Québec quand tu regardes les appuis du Parti libéral. Si le Parti libéral parvient à se faire élire parce que le vote est fragmenté, parce qu'il y a la CAQ, parce qu'il y a QS, parce que... Bon, OK?
Mais dans une situation où c'est 50-50, pas sûr que le Parti libéral se ferait élire du tout. Or, on se retrouve avec l'élection présidentielle française avec une polarisation qui est carrément une polarisation de classe. Exact. OK? Et ça n'est pas vrai que la classe riche ou moyenne ou la plus aisée constitue une majorité. Non. Mais comme je dis, elle a du renfort de la part du vote immigrant. Donc, on va avoir des surprises. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. On va avoir des surprises. Et rien n'est plié. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu déprimés là sur les réseaux sociaux, qui sont des supporters de Marine Le Pen. Moi, je dis, faites très attention. Ouais. Faites très attention. Parce qu'il y a 2 semaines, et ça 2 semaines qui vont compter, on va mener une campagne. Déjà, on voit que Macron est tué dans la rue quand Marine est applaudie. En plus de ça, il va y avoir le débat le 4 mai. Ça peut changer aussi la donne. Le 3. Je pense que c'est le 4. Non, c'est mercredi le 3. Je l'ai vérifié cet après-midi. D'accord, je te fais confiance. Mercredi le 3. Le 4, ça ferait un peu juste. Ben oui, j'ai trouvé ça aussi. OK. Attendez, c'est bien ça. 1, 2, 3. Non, c'est le 3. D'accord. C'est le 3 mai, donc quelques jours avant le vote, qui se déroulera le 7. Le 7. Dimanche le 7. Alors, donc, on va assister, là, c'est loin d'être gagné pour Macron, tenez-vous-le pour dit. OK? Et on en reparlera, vous allez voir. Ça va être surprenant. À 2, là, faut oublier, il faut pas... Tu sais, c'est pas une question de compter, là, c'est le total des votes qui compte. OK? Pour l'un ou pour l'autre. Et c'est pas vrai que Macron va aller chercher 50%. C'est pas ça la France. Alors, on va voir. J'aime ton optimisme, Richard. Non, c'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme, c'est tout simplement l'analyse. OK? Je comprends que ça peut passer pour de l'optimisme quand ça représente ton point de vue. Ben oui, le tien aussi. Oui, mais non. J'arrive, moi, à faire la distinction entre ce que je pense et l'analyse que je fais. Ah ben oui, non mais moi aussi, Richard. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prédisent une victoire de Marine Le Pen. Ça a été ma profession, hein. Je sais faire des analyses. Ah, je sais. Hein? Et quand tu fais de l'analyse, tu es obligé de te mettre de côté. Bien sûr. Tu regardes simplement les faits. OK? Les Américains sont bons là-dessus, puis j'ai été formé par eux. OK. Pour ce genre d'analyse-là. Là. Bon, ben, de toute manière, comme ton analyse me plaît beaucoup, je te contredirai pas. OK. Bon, mon cher Richard. Alors, on va quand même aborder d'autres sujets, là, parce qu'il y en a d'autres qui sont importants. Ben oui, est-ce qu'on s'en va vers une guerre nucléaire avec la Corée du Nord, mon Richard? Écoute, c'est beaucoup plus grave que ça. Beaucoup plus grave. Là, la guerre nucléaire, c'est quand même assez grave. Non, oui, mais la guerre nucléaire, si elle se déclare, il faut comprendre une chose, c'est qu'il n'y aura pas un seul foyer qui va en être la cause. Oui, effectivement. Okay? Et regarde ce qui se passe là, à l'heure actuelle, c'est assez spectaculaire. D'abord en Syrie. Partons de la Syrie, parce que c'est le foyer le plus animé. Oui, puis ça dure depuis un certain temps. Alors là, les Russes annoncent qu'ils vont envoyer des troupes de terre, des troupes terrestres. Les Russes? Oui. D'autre part, les Russes ont également annoncé, hier ou aujourd'hui, qu'ils ont la maîtrise complète du ciel. Oui. Okay. Donc, une espèce de no-fly zone. En fait, ils ont réussi à imposer un no-fly zone. Oui. Donc, comment l'ont-ils fait? Non pas en... Avec des résolutions de l'ONU? Non. De toute façon, ils ont le... Parce que c'est ce qui avait été fait. Ils sont sur le territoire syrien avec le consentement et à la demande bien sûr, du gouvernement syrien. Non, mais je faisais la parenthèse sur l'ONU parce que c'est ce qui avait été fait à l'époque pour renverser Kadhafi. On avait voté une no-fly zone au-dessus de la Libye, et finalement, l'OTAN en avait profité pour bombarder Kadhafi, et les Russes avaient dit, et les Chinois aussi avaient dit, ouais, ben attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'a pas voté pour que vous frappiez Kadhafi, on avait juste voté pour un no-fly zone. Alors, les Russes ont appris de leur erreur, et là, ils ont retourné la stratégie. Bon, alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, les Américains ne peuvent plus envoyer d'avions au-dessus de la Syrie. OK? Et Israël non plus. Et Israël, là,
eux, ils sont très inquiets parce qu'ils veulent bien sûr. conserver une partie de la Syrie qui s'appelle le Golan. Alors, moi, je suis allé sur le Golan. On en parlait la semaine dernière. Ah, OK. Et puis, je peux te dire que si j'étais à la place des Israéliens, moi aussi, je voudrais garder le Golan. Avec le Pourquoi? pétrole. Pourquoi? Parce que c'est le versant de la montagne qui descend vers la mer. Et donc, celui qui contrôle les hauteurs du Golan est en mesure de tirer, de canarder sur le pays qui se trouve en bas. Or, le pays qui se trouve en bas, c'est Israël. Oui. Alors, Oui, c'est une position stratégique militaire. stratégique militaire de première importance. Oui. Sauf que, on apprend au cours des derniers mois qu'il y a des découvertes de pétrole et de gaz extrêmement importantes. Ça se rajoute. Et donc, il y a un enjeu là, et un enjeu gourmand pour, évidemment, Israël, et que la Syrie n'est pas prête à laisser partir. Alors, tu vois que la question du Golan, qu'on pensait presque réglée, dans le sens où, dans un cadre de règlement, les Syriens auraient pu abandonner les hauteurs du Golan, il n'y en a désormais plus question du tout. Ben non. D'ailleurs, on se demande si Israël a déjà voulu se retirer du Golan. Sans doute pas. Non, mais en fait, toutes les résolutions de l'ONU lui demandaient de le faire. Hein. Oui, bien sûr. Bon. C'est un territoire occupé depuis 1967. Bien sûr. Dont depuis la guerre des 6 jours. C'est ça. Que la communauté internationale n'a jamais reconnu à Israël. Non, bien sûr. Ça, c'est important parce que c'est sûr. le principe de la reconnaissance en droit international. Également, il faut juste rappeler aussi que Israël a signé des traités de paix avec l'Égypte, la Jordanie, et ne l'a pas fait avec la Syrie. Et non. Donc, il y a toujours un point de tension entre Israël et la Syrie sur cette question territoriale-là. Et la question du traité de paix est justement la même question qui se soulève en Corée à propos de la Corée du Nord, parce que les Américains n'ont jamais signé de traité de paix avec la Corée du Nord. Depuis la guerre de Corée, donc début des années 50. Alors là, la situation est grave aussi parce que du fait que ce traité excuse-moi, je t'arrête, Richard, juste pour terminer avec la Syrie. Qu'est-ce que ça veut dire si les Russes envoient des troupes terrestres? Ça veut donc dire que finalement, ça envoie un message très clair aux Américains. Complet. N'envoyez pas d'entraîneurs ou de militaires pour former des troupes djihadistes ça dit aux Américains, des milices syriennes parce qu'on va vous confronter directement. Non, ça dit aux Américains, si vous vous aventurez en Syrie, on va se retrouver à se coltiner. Voilà. Se confronter directement. Russe contre Américain. Russe contre Américain. Et c'est très intéressant parce que lorsque Tillerson est allé à Moscou, on n'en a pas, il n'a pas été très jasant à son retour de Russie, Tillerson. Hein? Et les États-Unis ont été extrêmement discrets sur mais ils se sont fait dire très clairement, que s'ils remettaient le coup comme ils ont fait avec les missiles Tomahawk, ils allaient manger une maudite volée. OK? Alors, puis tu regardes les Russes à l'heure actuelle sur la Syrie, là, ils s'affirment très clairement. Va sur les sites d'information russes, c'est très clair. C'est pas caché, là. Pas du tout. Non. Et les Américains, eux, silence total. C'est très... Moi, j'ai trouvé ça extrêmement bizarre, cette histoire. Bon, alors, l'autre chose qu'il faut comprendre aussi, c'est la supériorité des armements défensifs russes, voilà, qui sont capables finalement de stopper les missiles. Exactement. Et là, la Russie, ils avaient en Syrie des batteries de S-200. Les Russes sont rendus au S-500 maintenant. Et tu te rends compte que donc ils vont installer des S-300 et des S-400 en Syrie. Il y en a des S-400 en Syrie uniquement autour des zones où sont implantés les Russes. OK? Mais ils vont les disséminer sur le territoire et surtout, ils vont les utiliser défensivement pour la Syrie. OK? Alors, je te pose une question technique, Richard. Oui. C'est S-300 et S-400. Est-ce que ce sont uniquement des armes de protection, c'est-à-dire boucliers pour intercepter d'autres missiles, ou ça a une capacité de frappe également? Ça a une capacité de frappe, mais le but initial, c'est
la défense. C'est le bouclier, donc antimissile. C'est le bouclier antimissile. D'accord. OK? Et la Turquie est en train d'acheter des S-400 aussi. Aux Russes. OK? Et l'Inde vient Bien sûr. d'acheter des S-400. Et la Chine, la Russie est en train d'installer des S-400 en Chine, à la demande des Chinois. OK? D'ailleurs, dans la région où... tu sais, il faut comprendre que la Russie et la Chine ont des frontières communes avec la Corée du Nord. Oui, exact. Dans le cas de la Chine, elle est assez longue. OK? Dans le cas de la Russie, elle est beaucoup plus réduite. Oui. OK? Mais, je dirais, cette frontière se trouve tout de même à proximité d'une ville importante pour la Russie, qui est Vladivostok. Vladivostok, là... qui se donne sur le Pacifique. C'est ça. Vladivostok, ça veut dire justement la porte sur L'Orient? Non. La porte sur l'Orient. Oui, d'accord. OK? Tu te souviens, il y avait des fusées russes, là, la Voskhod et les Vostok. Je suis trop jeune, Richard. Hein? Tu me pardonneras. Oui, ça manque à ma culture. Je suis désolé. Voilà. OK? Quand ils lançaient des satellites, là, les Russes, dans les années 50, 60, 70, c'était des Vostok et des Voskhod. Ah. OK? Il faut avoir de la mémoire. Aussi. Oui, oui, bien sûr. OK. Donc, ils ont, donc, autant la Chine que la Russie installé sur leur frontière commune avec des batteries de S-400. Ce qui veut dire que... En gros, ils sont en capacité de défendre la Corée du Nord face à des frappes de missiles américains. Et les Russes ont clairement averti les Américains que c'est ce qu'ils feraient. Oui, parce que la semaine dernière, il semblait, bon, de manière un peu factice, il semblait avoir une dissonance entre la position chinoise et la position russe. Ça s'est réglé, là. Et finalement, on se rend compte que... Ça s'est réglé complètement. Il y a un accord total. Sino-russe sur la question... Sino-russe sur la question coréenne. Nord-coréenne. Pour des raisons stratégiques évidentes. Bien sûr. Qui sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la guerre de Corée en 1950. Okay. Ah oui, c'est une zone d'influence. C'est tout. Ah oui, bien sûr. OK? Et c'est une zone stratégique pour le contrôle des mers. Et ils ne veulent pas voir, finalement, une Corée unifiée par les Américains. D'aucune façon. Où il y aurait des bases probablement américaines. Non, parce que ça voudrait dire que il y aurait des bases américaines juste à côté de la Chine et de la Russie. Mais c'est déjà un peu le cas avec la Corée du Nord. Avec la Corée du Sud. Avec la Corée, pardon. C'est déjà le cas un peu avec la Corée du Sud. Oui. C'est un peu le cas déjà avec le Japon. C'est-à-dire, bon, le Japon, c'est un peu plus éloigné, mais quand même. Oui. On sait très bien que le Japon est, en guillemets, sous tutelle militaire américaine depuis 1945. Donc, finalement, que la Corée du Nord tombe, ça fait juste... ça ne ferait que confirmer la faiblesse de l'influence chinoise dans la région. C'est aussi à ce niveau-là que la Chine ne veut absolument pas voir tomber non, d'aucune façon. Pyongyang. OK, et puis même, ils ont besoin de la pression qu'exerce la Corée du Nord sur la Corée du Sud pour contenir les élans américains. C'est une sorte de petit chihuahua qu'ils ont avec eux. Oui, qui mord fort. Et qui mord fort. Voilà. Et donc, un chihuahua qui a la rage. Oui, qui est enragé, sinon qui a la rage. Oui, qui est enragé ou sinon qui a la rage, exact. OK. Mais, donc, on voit que la situation, là, est extrêmement complexe. Et quand on sait qu'à l'heure actuelle, on l'a déjà discuté, pour des raisons essentiellement de relations avec les pays de l'Europe de l'Est. Oui, voilà, j'allais venir là-dessus. Que les Américains ont attiré dans le giron de l'OTAN après l'effondrement de l'Union soviétique. Tu comprends qu'ils sont obligés, eux, de maintenir face à ces pays-là une pression sur la Russie pour conserver toute leur crédibilité auprès de ces pays-là. Alors, ils le font, mais avec des équipements militaires qui sont dépassés. OK? Et, tu sais, il n'y a qu'à regarder, là, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, tous les sites militaires russes, tous les sites russes t'envoient une profusion d'informations
sur les capacités militaires de la Russie. Oui, en même temps, bon, Richard, faut pas être naïf non plus, c'est-à-dire que... Ouais, c'est de la propagande, c'est clair. Oui, voilà. Bon, ben, on se comprend. Voilà. On se comprend. Mais malgré tout, là, il faut comprendre une chose, c'est que ces armements-là, ils existent. Ah oui. OK? Ah oui. OK. Ils existent. Et comme tu le rappelles souvent, pour le même missile construit aux États-Unis et en Russie, le missile américain coûte 10 fois plus cher. Donc évidemment, les budgets de l'armée américaine ont l'air incroyablement élevés. Ce qui est le cas, c'est incroyablement tu vois, plus élevé dans que les les, autres, mais c'est parce que les coûts sont également oui, plus élevés. mais en même temps, tu te réalises que quand tu regardes un petit peu, puis ce que j'ai fait, les évaluations du potentiel militaire des pays, un critère important pour évaluer le potentiel militaire, c'est le budget consacré aux dépenses militaires. Or, sur le plan de l'équipement, les Russes dépensent évidemment beaucoup moins que les Américains, mais sur le plan des résultats et de l'efficacité, ils sont probablement supérieurs aux Américains. Mm-hmm. OK? Et ça, les fameux calculs ne le rendent pas. Donc, la puissance militaire américaine, à l'heure actuelle, est considérablement surévaluée. D'autant plus qu'elle repose sur une technologie qui est aujourd'hui dépassée. Comme par exemple, les Américains n'ont rien de comparable en termes de protection anti-missiles, de boucliers anti-missiles comme les S-400 ou les S-500. Donc quoi, ça n'existe pas dans l'armement américain, c'est ce que tu es en train de me dire. D'ailleurs, il y a mais comment... le général Hodge qui a présenté qui était à l'OTAN encore tout récemment, Michael Hodges, quand il parlait de l'équipement russe, il disait qu'il salivait devant cet équipement-là, tellement il trouvait ça fantastique et qu'il déplorait que les Américains n'aient rien de semblable. D'accord, ok. Donc c'est quand même un aveu de faiblesse. Un aveu, ok. Je vais écrire un article là-dessus prochainement. Là. Bon. OK. Et puis, j'ai toutes mes références, alors je les indiquerai. Les gens intéressés à la question géostratégique. Voilà. Tout à fait. OK. Alors, c'est ça la situation dans laquelle on se trouve. Donc, en Europe, là, on voit même que la pression est forte. Et la pression est forte à cause, en particulier, de l'enclave de Kaliningrad, qui est... qui demeure russe. Oui, mais qui est au cœur près de la Pologne, là. Ça fait peur, ça. Mm-hmm. OK, aux Polonais. Et on a justement installé des missiles, comment on les appelle ceux-là? Des batteries de missiles, mais ceux-là qui sont pas des missiles de défense, d'attaque. Les Russes... Sur le territoire russe. Oui. Sur l'enclave russe. Dans l'enclave russe. Oui, dans l'enclave russe. Alors, tu comprends que les Russes qui voyaient l'équipement affluer en Europe de l'Est ont dit, nous aussi, on va y aller. Nous aussi, on va y aller. Ouais. Puis, on peut le faire à Kaliningrad. Alors... Et il y a aussi, on en parle beaucoup moins, mais il y a aussi la guerre en Ukraine, hein, qui est pas très, très médiatisée, là, ces temps-ci. Là. Non. C'est un peu tombé... pourquoi? À l'heure actuelle, il y a beaucoup de flou dans la diplomatie, oui, et dans la situation... Dans la diplomatie américaine. Ouais. Les positions ne sont pas du tout cristallisées. C'est comme s'il y avait... Un flottement. Un flottement, mais en même temps, une réévaluation des positions. Parce que là, on peut dire ce qu'on veut de McMaster, qui est le nouveau secrétaire, pas secrétaire à la Défense, mais le directeur de la Sécurité nationale, le général McMaster. Mais c'est un militaire de haut calibre. OK? Et lui, il est fait les calculs. Alors, tu comprends que toute la stratégie américaine militaire a toujours reposé sur l'utilisation de la force maximale. La dissuasion. De façon, justement... prévenir le conflit. Les conflits par dissuasion. Bien sûr. OK? Mais aujourd'hui, étant donné qu'ils commencent à être déclassés sur le plan de l'armement, ils n'arrivent plus à faire ça. Donc, ils sont obligés de réévaluer complètement leur stratégie. Alors voilà, on va s'arrêter là-dessus, Alexandre, ce soir. Et on vous rappelle que vous étiez à l'écoute de radioinfocité.com.
de l'émission Point de bascule et que vous étiez en compagnie d'Alexandre Cormier-Denis et Richard Lehir. On vous souhaite une bonne semaine et on vous revient la semaine prochaine, mercredi, à la même heure, même poste, comme on disait autrefois.